Jungle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring, le podcast, comme j'ai l'habitude de dire featuring parce qu'on est en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui, nous sommes en featuring avec quelqu'un qui a marqué le rap français, quelqu'un qui, selon moi, mérite ses lettres de noblesse, la lettre majuscule, le S, c'est pour lui. Je parle bien sûr de Cynic. Cynic, comment vas-tu? Ça va quoi mon frérot? Ça va tranquille. Ouais. Content de te recevoir ici. Les gens ils vont croire que c'est SCH là. T'as dit le S là. Tu vas les dire. Ouais, mais il y avait un grand S aussi avant. Donc voilà. Avant, ouais, mais vrai. Big up à SCH bien sûr. Ouais, fort. Voilà. Donc on était là avec nous. Tu vas nous parler de ton parcours. Vas-y frère. Voilà, que t'as une longue carrière, t'as beaucoup d'albums. Ouais. Et voilà justement, moi j'aime bien recevoir des gens qui ont vécu énormément de choses dans le rap, parce que ça peut être inspirant pour beaucoup de monde. Et on a l'habitude de commencer par le commencement. Ici, ça veut dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où tu te dis, OK, je vais être rappeur. Tes premiers pas avec le hip-hop, si c'est une autre discipline que le rap. Moi, j'ai baigné dedans, en fait, dès le départ. OK. Tu vois, les tout premiers projets, Rap Attitude, les premiers albums, etc. J'ai toujours aimé ça, en fait. OK, donc auditeur déjà. Auditeur dès le départ. Okay. Vraiment, premier train du hip-hop, tu vois, les premiers projets, les premiers trucs qui sont arrivés, les premiers artistes, tout ça. En parallèle, moi, j'ai commencé à écrire un petit peu, mais t'as vu, à l'époque, début des années 90, il y avait pas de studio, il y avait pas de, tu pouvais pas trouver d'instru. Donc, c'était vraiment que du... Comment tu faisais? Parce qu'il y a des gens qui sont passés ici avec des techniques. Ouais, non, c'était un truc de ouf. Est-ce que t'as connu les deux postes? Ouais, les deux postes. J'ai connu des trucs de fou. J'ai connu ça, j'ai connu... En fait, moi, mon truc, il a commencé sur un coup de fil, en fait. Un jour, j'ai un pote qui m'appelle et qui me dit, ouais, j'ai un autre pote à moi. Il savait que j'écrivais un petit peu, etc. J'avais 16 ans à ce moment-là. OK. Je venais en plus de me faire expulser des Ulysses, donc c'était vraiment une période très compliquée. J'étais dans une phase super relou. Et mon pote qui m'appelle, qui me dit ouais, j'ai un pote qui a acheté un peu de matos, donc il avait platine, un petit micro, tu sais les micros Carrefour là que t'as acheté à 35 balles le micro. Je vois très bien. Et on avait des instrus d'Ideal J. Tu vois. Okay. Donc c'est parti de là en fait, des phases B, des trucs. J'ai commencé à gratter comme ça et c'est comme ça que je suis rentré dedans. J'ai commencé à faire mes premiers morceaux. Et à l'époque, j'ai enregistré chez un pote à moi dans sa chambre avec sa daronne à côté qui détestait le rap. Et c'était les ambiances. T'enregistrais le morceau one shot en fait. Tu vois, le morceau il commençait. Évidemment, t'avais pas les pistes comme aujourd'hui, les trucs. Donc fallait le faire one shot du début à la fin. Et des fois, tu bafouillais sur le dernier mot. Voilà. Et t'étais obligé de tout retaper, etc. Donc c'était vraiment à l'arrache, mais c'était cool. C'était des bons souvenirs. Déjà, tu dis, t'étais obligé de tout retaper. Il y a des gens qui ne retapaient pas et laissaient comme ça. Ouais, non, mais tu connais. Mais en plus, ça m'arrivait tout le temps. Je te jure, vraiment, le dernier mot, dernière phrase, tout ça. T'es là, tu bafouilles et t'es obligé de niquer, recommencer tout ton morceau, tu vois. Donc ça, c'était les premiers contacts avec les enregistrements, avec la musique, avec le peur, tout ça. À ce moment-là, il y a des gens aux Ulysses plus âgés que vous, parce que t'es des Ulysses. Il y a des gens plus âgés que vous aux Ulysses qui rappent et qui sont des sortes de modèles. On a des grands en fait de notre quartier, mais c'est un peu particulier, c'est que eux ils étaient vachement influencés States. Et, au début des années 90, c'était des ovnis en fait pour nous, tu vois. Ils ramenaient des Clarks, tu vois. On avait vraiment des grands de chez nous qui avaient des contacts avec les États-Unis, mais vraiment physiques, qui allaient souvent là-bas. Ils avaient en gros 15-20 ans d'avance sur tout le monde, tu vois. J'ai vu des Clarks en 90, 92 aux Ulysses, des marques de basket comme SPX qui existaient même pas en France, etc. Donc il y avait une culture Quinry de par les grands de chez nous, mais eux ils étaient vraiment dans un délire où ils se mélangeaient pas en fait. Leur son ils tournaient que dans leur quartier, ils voulaient pas que les sons tournent dans d'autres quartiers, tout ça. Ils étaient vraiment, ils avaient un langage à eux, un truc propre. Et du coup c'était pas des grands de ton quartier à toi. C'était pas des grands de mon quartier, mais c'était des grands de ma ville. Et donc on avait déjà des exemples de mecs qui s'étaient lancés dans le rap avec des petites scènes chez nous, des trucs. On avait déjà des modèles, mais je te dis le leur il est très très particulier parce que c'est vraiment des mecs qui avaient un langage, une manière de rapper.
tu sais, c'était un espèce de slang un peu quinri, un peu français. Ils avaient vraiment une identité de ouf, une manière de rapper de ouf, mais ils ont jamais voulu que ça sorte en fait. C'était vraiment mentalité quartier des années 90. Si la cassette elle sort, je te nique. C'était des ambiances comme ça. Je vois. Et mais du coup, ouais, on avait ces mecs-là qui nous poussaient quand même, tu vois. Ok. Et donc toi, du coup, tu t'enregistres dans la chambre de ton pote, tout ça. Et comment t'avances? À un moment, à quel moment tu veux plus que ça? Bah déjà, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup, tu sais, à la confiance. Comment je perçois les gens, en fait, comment eux, ils me perçoivent. Et le fait que mes premiers morceaux aient plus ou moins plu, avec les défauts qu'il y avait à l'époque, etc., c'est quelque chose qui m'a encouragé, en fait. Dès le départ, on m'a dit, ouais, t'es bon, c'est bien. J'avais des potes à moi qui écoutaient mes sons, ce qui était nouveau pour moi, quoi. Ouais. C'était même des fois dans ma propre ville, enfin, j'attendais des mecs passer en voiture avec mes sons et tout. Donc déjà, j'ai senti qu'il y avait une adhésion locale. Tu vois, que vraiment les gens, ils adhéraient au délire, que dès qu'il y avait un événement rap, j'étais un des premiers qu'on citait. Dès qu'il y avait une petite scène, des mecs qui venaient rapper chez nous, à la fin, tout le temps, me disaient, ah, vas-y, monte, balance un couplet, tout ça. Donc, j'ai vite été, entre guillemets, je suis vite devenu un des rappeurs des Ulysses, quoi. Ça s'est vite su, dans une ville comme ça va vite. Tu vois, les sons, ils tournent au collège, ils tournent à droite, à gauche. À l'époque, que des cassettes. Et j'ai fait mon petit trou comme ça, déjà, dans un premier temps, chez moi, quoi. Tu vois. Ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans un groupe où t'es toujours solo? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi, je commence solo, en fait. Ok. Et je rentre dans un groupe après, quasiment dans la foulée. J'ai juste fait mes premiers morceaux chez mon pote. J'ai dû faire une maquette de 8-10 morceaux. Ah ouais, quand même. Ouais, parce qu'on était déter. On était vraiment déter. On avait préparé une petite jaquette, tout ça, avec des photocopies, tout, des cassettes. On avait fabriqué ça de façon vraiment artisanale. Ouais. Mais moi, ça me permettait d'avoir quelque chose à faire écouter aux gens. Et en gros, dire, voilà, moi, c'est ça mon délire. Regardez, écoutez. Et du coup, ça a vachement tourné. Et c'est arrivé jusqu'au mec du collège où j'étais. Et après, parti de là, en fait, c'est le début d'une nouvelle ère. Parce que là, on a monté une vraie équipe. On était beaucoup. On était un peu dans la bagarre, un peu dans la rue, un peu dans le rap, un peu dans tous ces trucs-là. Mais on était vraiment une grosse équipe costaud. Et donc collectif plutôt un collectif. C'était quoi le nom du collectif? Alors au départ c'était un groupe, c'était l'Amalgame, et après c'est devenu Ultimatum. Donc on a rajouté d'autres mecs, etc. Et là on était plus un collectif en fait. On était 8 je crois à un moment au total. Donc voilà, mais j'ai commencé comme tout le monde en groupe, les petits groupes à l'ancienne. Ok. Donc avec ce groupe, vous avancez, qu'est-ce que vous faites? J'imagine. C'est les années compliquées, en fait. C'est les années compliquées parce qu'il n'y a pas grand-chose, tu vois. Tu dois faire un concert tous les 4 ans. Bien sûr. Il y a vraiment pas grand-chose, on est en fait. À quelle période à ce moment-là? Là, on est en 96, début 97. Tu vois, moi, j'ai fait ma petite maquette septembre 96 jusqu'à, on va dire, fin de l'année 96. Et après, je te dis, je commence à rentrer dans un délire avec d'autres potes à moi, des affinités collège, etc. Et en gros, on a regroupé tous ceux qui aimaient le rap dans notre secteur. Tu vois, on a essayé d'en faire un. Donc, tout le monde s'est greffé à nous. C'est pas que les Ulysses à ce moment-là. Il y avait des mecs d'Antony, il y avait des mecs du 92, il y avait des mecs d'ailleurs, etc. Donc, on a vraiment essayé de former un espèce de petit collectif. Mais la première partie, en fait, de ce truc-là, c'était vraiment les années sombres, quoi. Tu vois, on a sorti une mixtape en 98 qui était pour nous un exploit parce que c'était la première mixtape qui sortait chez nous. Vraiment sortait, donc que tu pouvais trouver dans les magasins spécialisés, etc. à l'époque. On était fiers de ça parce qu'on a réussi à ramener des mecs chez nous. Et à l'époque, tu vois, tu dois le savoir mieux que n'importe qui, il y avait une espèce de barrière de banlieue, en fait. C'était très difficile de faire venir des artistes, même si t'avais qu'un RER à prendre, mais c'était une espèce de barrière très très lointaine pour les mecs qui venaient de Paris, chez nous, tout ça. Tout le temps, ils nous regardaient avec des yeux, ils nous regardaient en 3D, en fait. Ils disaient, ouais, ils sont chelous. Tu vois, ils sont motivés, mais chez eux, c'est loin, et puis leur quartier, ils sont bizarres. C'est vraiment très particulier, quoi. Moi, j'ai des souvenirs des Ulysses ici. La première fois que je suis aux Ulysses, j'étais très jeune. J'étais allé en colonie avec des meufs, des Ulysses. Après, tu connais, pour les meufs, tu t'es capable de faire des kilomètres. Et après, moi, je suis de Sarcelles, c'est vraiment très loin, c'est l'opposé et tout. Mais ce qui m'a choqué, c'est quand je suis arrivé à la gare d'Orsay, pas la gare des Ulysses, il n'y a pas de gare aux Ulysses. On n'a pas de gare aux Ulysses. Je devais prendre un bus, tout ça, mais c'est là. Je me dis, quand même. Ouais, c'est ça. Et psychologiquement, nous, on sentait que c'était dur d'avoir des mecs parce que psychologiquement, les mecs, ils se disaient, mais ils sont super loin, quoi. Et des fois, on avait des mecs qui arrivaient chez nous, oh putain, c'est loin. Et puis, en plus, comme tu disais, tu sortais du RER, t'avais encore un bus à prendre et tout. C'est même pas, t'étais arrivé. Donc, pour eux, c'était un périple de venir chez nous. C'est pour ça qu'on était vachement fiers de cette mixtape. Parce qu'à l'époque, on avait réussi à avoir qui dessus? On a eu des Sadi Casken, on a eu il arrive de Marseille. Ouais, exactement, tu vois. Il arrive jusqu'aux Ulysses. On avait eu Jams aussi à l'époque. On avait eu. Elle était à côté. Elle était à côté, tu vois, mais c'était pas gagné spécialement, tu vois. Donc on avait eu quelques petits blasts comme ça. On était assez fiers de nous et on a sorti notre première mixtape. Et après, à partir de là, c'est vrai que les gens ils te prennent un peu plus au sérieux.
t'es un collectif qui sort des projets, c'est quand même concret, c'est-à-dire que vous êtes quand même un peu structuré. On avait, par la suite, après, on a fait notre home studio, donc on a enregistré chez Rhino. Tu vois, on était vraiment déter. On a eu une période de 3-4 ans où on faisait justement pas 3-4 morceaux par jour. Instru, tout sur place, tout, machin. On se réunissait à 14h, on repartait, il était 2-3 heures du matin et en une journée, on avait fait minimum 2-3 morceaux. Donc on a eu une espèce de période d'entraînement collectif comme ça, tous ensemble, où il n'y avait pas spécialement de projet, mais où ça produisait, mais à mort. On faisait des morceaux tous les jours, quoi. Et cette période-là, comme tu dis, vous êtes vers 96. Un peu plus, là on est déjà... Ultimatum, la mixtape, elle est sortie en 98. Donc, ok, 98. Donc c'est quand même une grosse période pour le rap français, parce que je me rappelle qu'il y a la loi des quotas qui passe, Skyrock qui se met à jouer du rap français toute la journée et tout. Et puis des grosses sorties d'albums, tu vois, l'album d'Oxmo, le NTM, tu vois, il y a eu des vraies sorties cette année-là. Flex, c'est ça. Ideal J, je crois. Hein. Ouais, puis des collectifs, t'as vu, Format Epips, tout ça, il y avait vraiment des équipes comme ça qui étaient tout en haut à l'époque et qui, nous, on les regardait en 3D, tu vois, on se disait, putain. C'est ça que j'allais dire, c'est que vous avez des rêves à ce moment-là. Bien sûr. Vous sentez que c'est possible. Franchement, pas du tout. Ah ouais. On a juste des rêves, mais à aucun moment on se dit que ça va passer. Nous, on est loin, tu vois, dans notre délire. Pourquoi vous pensez que c'est pas possible? Parce qu'on est loin. Encore une fois, t'es pas à Paris, t'es loin, t'as cette barrière géographique qui fait que tout est plus compliqué pour nous, tu vois ce que je veux dire? Nous, quand on veut, enfin, moi, j'ai des souvenirs d'être allé faire des mixtapes à Paris, où, en gros, on regardait l'heure et on se disait, putain, le dernier train, dernier métro, tu vois, faut speeder, faut truc. Il y avait toujours cette complication du fait qu'on soit pas sur Paname. J'ai raté une grosse mixtape comme ça. Ben, moi aussi, je te jure, parce que le train, il était là, minuit et tout. Comment ça s'appelle? Opération coup de poing. Oh putain, ah ouais. J'étais dans le studio. Hein. Ah, c'était une. Il y avait la brigade qui enregistrait juste avant moi. Ouais. D'ailleurs, leur morceau, je crois, il a pas été retenu. Ah ouais. Et moi, je regardais l'heure, dernière heure. J'ai dit, allez mec, je dois y aller, je suis parti. La mixtape devenue classique. Ouais, de ouf. Sans moi à cause du RER. Mais parce qu'à l'époque, ce que les gens ils savent pas, c'est que les mecs ils enregistraient des mixtapes en 1 ou 2 journées. C'est-à-dire ils faisaient venir tous les groupes. Voilà. T'arrivais, t'avais 15 books devant le studio et c'était chacun son tour, etc. T'attendais ton tour et tout. Tu vois, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Et nous, on était jeunes, donc forcément, t'es pas les prioritaires, t'es pas ceux qu'on attend le plus. Tu passes en général vers la fin. C'est ça. T'arrives, il est 16h, tu vois l'heure, il commence 18, 19, 20, 12 frères. Ah ouais, non, mais c'était. Mais ouais. Les gars, vous m'avez tué, les gars. Mais ça, on l'a connu, ça aussi. Le dernier train, tout ça, on a connu. Donc, il y avait toujours cette barrière banlieusard lointain, tu vois, parce que t'as les banlieues proches et nous, on était vraiment les mecs, je te dis, pour les faire venir chez nous et même nous, pour aller à eux, ça paraissait toujours compliqué, quoi. Ok. À quel moment Dégaine ton style, ça arrive? Ça arrive en 2001. La première édition, ça arrive en 2001. Nous, on commence à la préparer en 2000, en fait. Et on avait une salle aux Ulysses qui s'appelait le Radazik. Ouais. À ce moment-là, vous êtes toujours Ultimatum? On est toujours... Non, moi, je suis déjà parti du groupe. Je suis parti en 2000, en fait. Moi, j'ai fait 2 ans de groupe. Et après 2000, c'est là où je commence ma carrière, entre guillemets, solo, à faire mes projets tout seul, mes premiers maxi. Je veux pas sauter d'étape. Ton premier maxi, il sort avant Dégaine ton style? Ouais, largement, il sort en 2000. Il sort en 2000. On va parler de ça d'abord. Ouais. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, moi, je fais beaucoup de morceaux avec James. Donc là, on est en 98, Ultimatum, tout ça. James se rencontre comment? Je la rencontre dans son lycée, en fait. Alors, c'est très, très cliché, mais je te jure que c'est une histoire vraie. Moi, je vendais du pilon, en fait, à l'époque, dans son lycée. Et tous les midis, j'arrivais là-bas, et tous les midis, elle me ramenait des nouveaux bolos. Lui, tu vois, et c'est devenu une super pote à moi, déjà de par ça, en fait, tu vois. Parce que c'est vrai, je te jure, je te mens pas. Je me rappelle, j'avais des pochons de 200 balles à chaque fois. J'arrivais à midi devant son lycée. À 13h, je partais. J'arrivais à la pause du midi. Et tous les midis, elle me ramenait des bolos. Ouais, lui, il veut 200, lui, il veut 400, lui, il veut truc, tu vois. Donc, en fait, j'ai commencé à sympathiser comme ça avec elle, à la connaître. Et puis après, tu sais qu'elle rappe? Ouais, je sais qu'elle rappe, mais. Elle a déjà rappé sur Ultimatum. Elle a déjà rappé avec nous. En 98. Donc, on sait qu'elle rappe et tout. Et on sait qu'elle a de l'avance surtout. Parce qu'elle avait déjà fait des trucs avec Mafia Tressé. Elle avait fait des trucs très sérieux à une époque où nous, on était encore vraiment dans la cave. On faisait air, tu vois. Donc, on savait que c'était une meuf qui avait de l'avance, etc. Mais moi, au départ, ma première relation, c'est même pas musicale. C'est parce qu'elle était au lycée Blaise Pascal à Orsay et que moi, je vendais de la bœuf là-bas, en fait, tout simplement. Ok, très bien. Et c'est comme ça qu'après, je te dis, après, on a commencé les connexions, les trucs, ça s'est fait comme ça. Et moi, le premier maxi, c'est... Et du coup, ouais, tout ça pour dire quoi, que je commence à faire des morceaux avec elle, donc 98, tout ça. Ça plaît pas à tout le monde. Et du coup, là, ça commence à faire un peu des histoires, machin, un truc de groupe, tu connais, ouais, parce que machin. t'es dans le groupe quand tu commences à faire des morceaux avec elle? Je suis dans le groupe, mais je commence à faire des morceaux avec elle. En représentant toujours mon groupe, tout le temps, je mets le nom du groupe dans le couplet, machin, c'est ça, mais ça suffit pas. Tu connais, donc, et puis, elle avait des plans qui étaient sérieux déjà à l'époque, tu vois. Elle me disait, ah, tiens, j'ai un festival ici, tac, si tu veux venir avec moi, tout ça. Donc, moi, je commençais à mettre un petit pied là-dedans, en fait, à vraiment faire des bails sérieux, arriver dans des studios sérieux, faire des festivals sérieux, des vraies dates, des vrais trucs, tu vois, c'était...
Pour moi, c'était vraiment le rap sérieux. Tu vois, quand j'étais avec elle, c'était la partie, c'est professionnel. Tu vois. Après, on revenait au quartier, c'était ghetto. Mais j'aimais bien, en fait. Ça me sortait du quartier. Du coup, ça a fait des petites tensions, des trucs de gamins de l'époque qu'on était, tu vois. Et à partir de là, du coup, fin 2000, je dis, vas-y, fin du groupe, tout ça. Moi, j'ai trop de choses à dire. J'ai envie de faire des morceaux solo. J'ai un univers qui correspond pas toujours à l'univers du groupe parce qu'on est 8 et que t'as 8 univers différents. C'est normal, ça. Donc, voilà, à un moment, j'avais besoin, en fait, tout simplement de dire mes trucs à moi, tout seul. Ok. Et Donc, c'est parti de là. comment il arrive ce premier maxi? Comment tu le fais? C'est surtout, on n'est pas en 2021. On est une époque, c'est dur. Hein. Ah ouais, c'est dur. Mais là, c'est autoproduit. Tout ce que je te dis, c'est dur. Hein. C'est dur, bien sûr. Même toutes ces étapes là, ça peut paraître genre on a avancé vite et tout. Déjà rien qu'en 96, entre 96 et 2000, il s'est passé là les trucs. Tu vois, il y a eu plein de déceptions, plein de moments où tu te dis ça sert à rien, plein de moments où tu baisses les bras. Des moments où t'as voulu arrêter? Ah bien sûr. Tu prends pas €, c'est compliqué, tu fais pas de concert, tu fais rien. Et puis t'as vu, t'as des petites galères à droite. Moi, c'était plutôt des ennuis judiciaires et tout. Donc à un moment ou un autre, je devais faire des choix en fait. Bien sûr. Tu vois, et va expliquer à ton daron à 18 ans que tu veux faire du rap, c'est comme si tu lui disais rien en fait. Je veux rien faire. Tu vois, donc il y avait des espèces de trucs comme ça et des fois t'as vu t'as envie de baisser les bras parce que tu te dis c'est marrant 2 minutes, c'est cool, on passe des bons moments et tout, mais je suis en train de passer à côté d'une autre vie quoi. C'est clair. T'as l'impression de ça. T'es dans le football à ce moment-là? Je suis dans le foot depuis le départ moi. Voilà. J'ai commencé le foot à 6 ans. Tu joues en club, tout ça? Je joue en club, j'y crois encore. J'ai commencé aux Ulysses, après je suis parti à Issy-les-Moulineaux qui jouait beaucoup plus haut. Dans le 92, club beaucoup plus structuré et tout. Donc moi, mes rêves, déjà, mes premiers rêves, c'est dans le foot. C'est pas du tout dans la musique. La musique, j'y ai cru, je te dis, à 24 ans. C'est en 2004 que je me suis dit, là, il y a moyen de faire quelque chose. Quand Thierry Henry devient champion du monde en 98 et qui vient des Ulysses, ça te fait quelque chose? Il ramène la Coupe du Monde aux Ulysses. Donc pour nous, ça a été quelque chose de fou. Tu joues encore au foot à ce moment-là? Je joue encore, ouais, grave. Moi, j'ai arrêté en club en 2000. Ah ouais. Donc après, j'en ai toujours fait, mais en club, j'ai arrêté en 2000. Et tes rêves de devenir professionnel, ils s'arrêtent? Il s'arrête à 98, à partir de 18 ans, ça y est, t'es pas en centre de formation, tout ça, c'est mort. Donc j'avais cette réalité-là, tu vois, on était des rêveurs, mais pas des gogoles non plus. Et on savait très bien que si à 17, 18 ans, t'es pas en centre de formation, c'est mort. Ouais. Donc on était bon, on est passé à côté de ce truc-là, et puis à un moment tu lèves les yeux, tu te dis le tofu, c'est mort, quoi. Ça y est. Patrice Evra aussi vient des Evra, ouais, avec qui j'ai beaucoup joué d'ailleurs. Evra, c'était plus un proche. Joué avec lui, ouais, c'était vraiment, c'est un ami vraiment d'enfance, tu vois. Même mon daron le connaît, tout ça. C'est vraiment un pote avec qui j'ai joué quand j'étais gosse. J'ai des photos de nous quand on était enfant. On a fait on était dans la même équipe, donc on s'est suivis pendant pas mal d'années et tout. Et Patrice, ouais, c'est un autre exemple encore. Titi, c'était vraiment le grand de chez nous. On savait qu'il était fort, mais notre génération à nous, on l'a pas spécialement connu. Evra, c'était un mec du quartier avec sa famille. On savait où il vivait. Enfin bref, c'était le vrai mec des Ulysses, donc c'était autre chose. Mais on a eu des vrais exemples de réussite, ouais, dans le foot. Dans le foot. Ok. Ouais. Donc comment c'était Artiste Triste le maxi? Premier maxi, il s'appelait Malsain en fait. C'était juste un maxi vinyle, 4 titres à l'époque, sorti à l'époque c'était comme ça avec les instrus. Tu te rappelles, tu mettais 4 morceaux, 4 instrus. C'est ça. Ça te faisait 8 tracks. C'est ça. Et ça sort en 2000 et en fait à cette époque-là, je suis contacté par un mec qui s'appelle Nabil qui bossait pour un label qui était à Boulogne, à côté du quartier à Zoxy, qui s'appelait 357 Records. Ouais. À l'époque, qui a pas tenu super longtemps parce qu'ils ont fait pas mal d'erreurs, mais ils avaient vraiment les moyens de bien bosser. Et moi, ils me contactent à 20 ans. On parle de Nabil qui est devenu Addictive? Non, pas ce Nabil-là. Non. Ça, c'est celui-là, je le connais aussi. Et c'est lui pareil, hein. C'est un mec qui est dedans depuis longtemps, qui faisait les mixtapes 9200, notamment, etc. Donc, je l'avais connu avant, mais c'est un autre Nabil, en fait, qui gérait ce label-là et qui me contacte en 2000, qui me dit, voilà, on a eu des trucs de toi, on a reçu des machins, on est chaud pour bosser avec toi. Et là, c'est le début un peu de ma carrière solo avec des projets qui sortent, etc. Tu sais comment ta musique est arrivée jusqu'à ses oreilles? Pas du tout. Franchement, pas du tout. À l'époque, en plus, t'as vu, sans internet, sans rien du tout. Donc, c'était vraiment du je te le donne à la main, quoi. Ouais. C'était des cassettes qui tournaient. C'était que ça, en fait. Des cassettes qui tournaient et c'est arrivé jusqu'à lui. Et le mec, il me contacte. Moi, j'y vais plein de rêves parce que je me dis, il y a un mec qui me contacte, maison de disques, ça vend du rêve, on veut te produire, machin. T'as l'impression que ça y est, c'est parti. Et ça a été beaucoup de déception, en fait. Ça a été beaucoup de déception parce que je suis rentré dans ce label avec Kennedy, qui était aussi dans l'équipe de Jams, avec qui j'ai fait pas mal de morceaux, etc. On est rentrés tous les deux en même temps dans ce truc-là. Et on était un peu les petits, en fait, tu vois. Et ils venaient de signer les X-Men, qui, eux, avaient beaucoup plus d'avance sur nous, etc. Et en gros, t'as vu, ils ont mis toute leur force sur leur projet. Nous, on a été un peu négligés. Nos projets ont mis du temps à sortir. Tout était pénible, tu vois. Les stickers, les trucs les plus évidents, tu vois. Les trucs les plus faciles, c'était chiant, c'était pénible. Et du coup, ça s'est pas super bien terminé avec eux, quoi. Ok.
Et donc, le maxi Malsain sort. Il sort, ouais. C'est quoi les retours Les retours, c'est que c'est un bon maxi. Mais à l'époque, moi, artistiquement, je suis pas encore au top. J'ai encore pas mal de défauts de jeunesse. Il y a des émissions spé qui l'ont joué un peu. Ouais. Tu t'as entendu à la radio? Vite fait, parce que à l'époque, pareil, fallait vraiment être là, à la minute pile où tu passais, c'était rare, tu vois ce que je veux dire. T'avais pas les replays, les machins, les trucs. Fallait être connecté H24. Donc, mais je sais qu'il a tourné un petit peu. Il a eu son petit succès d'estime, quoi. Tu mais vois, la première fois que tu l'entends dans une émission de radio, ça te fait quelque chose quand même. Ah ouais, de ouf. Bah ouais. Mais déjà, rien que la première fois que tu t'entends, déjà, tu vois, ça c'est des trucs, on s'y habitue. Quand t'as ton vinyle dans tes mains. Ah, de ouf, quelle fierté de ouf. Tu penses à tous ces moments durs que t'as traversés. Déjà, rien que là, tu dis, même si ça s'arrête là, c'est cool. Si ça s'arrête là, c'est cool. J'ai déjà fait un petit truc. Je suis quand même allé, j'ai avancé un peu, tu vois. On est loin de la cave, déjà, aux Ulysses, le pote, machin, ceci, cela. Là, on a avancé, on est dans des vrais studios. On est produit, on prépare des projets. On a des rêves, quoi, tu vois. Mais c'est dur, quoi. Je me rends compte que c'est dur. Les chiffres, ils sont pas ouf. Le succès, il est juste, c'est un succès d'estime, quoi, tu vois. Donc, faut encore bosser à ce moment-là. On a mis une petite pierre dans le truc, mais faut encore bosser. Mais du coup, ça te donne envie de continuer. Tu te dis pas, c'est non, c'est clair. Moi, de toute façon, moi, j'ai pas d'objectif à ce moment-là. C'est-à-dire que chaque chose que je fais, je le fais parce que je me dis, bah, c'est cool, ça avance, tu vois. Mais si ça s'arrête là, à ce moment-là, je te jure que c'est pas la fin du monde. Vraiment. Tellement moi, le rap, c'est secondaire à ce moment-là. Moi, j'ai d'autres idées, d'autres trucs. Je fais ça par passion, mais à aucun moment, je me dis, ouais, ça va marcher, on va en vivre et tout ça. Pour nous, c'était vraiment un espèce de rêve imaginaire, quoi, de se dire ça va marcher et tout ça. Et je me souviens qu'avec mes potes, c'est une anecdote que j'aime bien raconter, c'est qu'on avait une image, en fait, on disait l'album, il est en Chine. Tu vois, et nous, faut qu'on y aille à Yep. À Yep. T'as compris? Mais en fait, c'était vraiment une image que nous, on se donnait pour te dire à quel point on était conscient que c'était dur et qu'il y avait grave du chemin à faire, etc. Et tous les jours, on disait, attends, on a avancé là, on est dans tel pays, tu vois, dans tel truc, on a marché un petit peu. Mais c'était notre image à nous pour nous dire, ouais, ça va être très, très compliqué, quoi. Elle est belle, mais vous vous dites pas, c'est en Chine, j'arrête, c'est trop Non, on se dit, c'est en Chine, tous les jours, on fait un pas de plus, mais un jour, on va y être. C'est ça ce que je veux dire. Et c'est ce qu'on se disait. Des fois, t'as un événement qui fait que tu dis, ah là, j'ai sauté un pays. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai sauté carrément un pays, on s'en rapproche, quoi, petit à petit. Et ouais, on savait que c'était pas évident en tout cas. Très bien. Et qu'est-ce qui arrive après ce premier maxi? C'est un deuxième maxi ou c'est des Ghetto Style? En fait, là après, c'est vraiment en 2001, c'est une rencontre décisive en fait. J'ai Karim et Nabil, mes deux producteurs historiques entre guillemets, qui viennent me voir. Moi, c'est compliqué. Je sortais de prison. Ils viennent me voir le jour où je sors. Donc vraiment, je suis sorti le matin, le soir même, ils viennent me voir. Ils me disent, écoute, gros, nous, on croit en toi. On va te produire, on va mettre le paquet, Stop. Tu les connais déjà? Je les connais par des connaissances, en fait. Ces mecs-là, à la base, c'est pas des amis ils sont pas des Ulysses? Non, ils sont des Bâconnais. Donc, mais ma ville, les Ulysses, elle a beaucoup d'affinités avec les Bâconnais. Tu vois, c'est une ville qui est à côté. Nos grands, ils ont travaillé ensemble. C'est une ville vraiment, c'est deux villes qui se connaissent très très bien, qui sont à côté déjà géographiquement. Et puis on me dit, ouais, ces deux mecs-là, ils sont chauds, ils veulent bosser avec toi. Je me renseigne un peu. Je vois que c'est des mecs sérieux qui sont pas encore dans la musique, mais on me dit que c'est des mecs sérieux, que ça bosse bien. Je me dis, écoute, moi, j'ai rien à perdre, tu vois. Les mecs qui viennent me voir, écoute, on va te produire. Contrat le soir même. Le jour de la sortie. Contrat le soir même. Le soir même. Contrat de producteur, machin, tout ça. On est chaud. Vas-y, on devient officiellement tes producteurs. C'est ce jour-là, en fait, qui sont devenus officiellement mes producteurs. Et parti de là, on a commencé à bosser le maxi Artiste Triste. Et moi, en fait, c'était une manière de voir s'ils étaient sérieux, tu vois. Parce que des mecs, tu connais, quand t'es pas mauvais dans le rap, t'as souvent des mecs de ton quartier qui viennent te voir et qui s'inventent des vies de producteurs. Ouais, on va faire ci, on va faire ça. Petit, on va te produire, t'inquiète. Moi, j'ai des grands de chez moi qui sont venus me voir, qui m'ont sorti des trucs de ouf, mais des trucs de ouf. On va faire comme Yannick. Tu sais, Yannick, ces soirées-là, il voulait me chanter, je me changeais en Yannick, quoi. Tu vois, il voulait, donc, les mecs, ils avaient rien compris. Et du coup, tu vois beaucoup de gens comme ça qui s'inventent un peu des vies de producteurs dans une carrière de jeune, entre guillemets, t'en croises des mecs comme ça, tu vois. C'est clair. Et du coup, je savais pas ce qu'il valait. On part sur le maxi Artiste Triste. Et là, je vois, ça prend du studio à toute patate. Ça ramène des beatmakers. Ça crée une pochette, ça, tu vois. Alors que nous, ces trucs-là, il nous fallait des mois et des mois, quoi. Ils avaient déjà fait des choses avant. Ils avaient rien fait, mais ils étaient motivés. Ils étaient juste motivés. Ils avaient les sous pour produire. Et du coup, c'est allé vite. Et surtout, ils organisaient les mecs. Organisaient de ouf. Organisaient de ouf. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, ils se complétaient bien, tu vois. T'avais Nabil qui était plus dans le délire artistique, etc. Karim qui gérait plus tout ce qui était paperasse, machin et tout. Moi, j'étais la partie artistique. Et au final, c'est pour ça que cette équipe, elle a bien tourné. Parce que chacun avait son rôle, tu vois. Et après, je te dis, on sort le maxi. Là, je vois que c'est sérieux, que ça prend du studio, que le projet y sort, qu'il y a un petit peu de promo, qu'il y a ceci, cela. Et là, je me dis, je suis avec des mecs qui croient vraiment en moi. Et ça change tout, tu vois. Ok. Donc, t'as sorti vraiment, quand tu compares les deux maxi, t'as senti quand même une grosse évolution sur le deuxième maxi. Ouais, parce que là, tu t'entends à Génération.
Là, tu vois que ton projet, il est relayé dans les magazines de l'époque, Radical, Groove, même si c'est des petits articles. Toi, ça te fait plaisir. Présent, bien sûr. Tu vois, toi, ça te fait plaisir. Et puis après, moi, je te découvre là, hein, personnellement. Ouais, bah c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert dans cette période-là. Je vois ton nom, en fait. 2002, tu vois. Avant, c'était vraiment secret, donc fallait être archi à l'écoute et limite être un mec de chez nous pour savoir qui on était, quoi. Après, on a franchi la barrière Paris, en fait, tu vois. C'est à coup de petites compiles, de petites mixtapes, de petits projets, ceci, cela. On a réussi à se faire connaître à Paris. Et déjà, rien que ça, c'est cool. Une avancée énorme pour un petit jeune de banlieue, quoi, qui part de rien du tout. Donc, ouais, ça part de là, en fait. Maintenant, on va parler de Dégaine ton style. Donc, Dégaine ton style, c'était une ligue, la première ligue de battle en vrai, en France. Hein. Ouais, sans le savoir, ouais. Voilà. C'est exactement ça. Donc, en gros, toi, tu fais pas la première édition. Si, je fais la première et la deuxième. Il y en a eu 3, c'est que la troisième que j'ai pas fait. Ok. Je fais la première et la deuxième. La première, en fait, on se cherche un peu. Parce que comme son nom l'indique, c'est dégaine ton style. Et au départ, on n'est pas forcément dans un truc de battle. Nous, on organise une soirée chez nous, enfin un événement chez nous. Et le délire, en fait, c'est tu montes, tu rappes. Celui qui rappe le mieux, c'est le public qui décide. C'est parti de là. Les gens ne s'attaquent pas verbalement. Non, en fait, encore. Au départ, la première édition, c'était vraiment des oppositions de style. Mais si t'avais une phase clash dans ton couplet, un truc où tu disais ouais tu pues machin ceci cela, tu gagnais tu automatiquement. Et puis on voyait les gens qui s'enflammaient de ouf, tu vois, comparé à un texte entre guillemets normal. Donc on s'est dit le 2, il y a plus de suspense, il y a plus de trucs là, c'est 100% clash, battle machin. Et le 2 a vraiment changé le truc, quoi. Mais moi il y a un truc que j'essaie de comprendre. Quand vous organisez ce truc là, il y a des mecs d'Ultimatum autour. Mais toi t'as quitté le groupe. Mais on a toujours été dedans. Ouais, on a toujours été. Même quand tu quittes le groupe, en vérité, vous entendez. En fait, ce groupe, il était affilié à un quartier aux Ulysses. Et nous, on traînait dans ce quartier tous les jours. Donc, c'était impossible de dire, en gros, on fait plus de rap ensemble, mais on se calcule pas. On se voyait tous les jours, on traînait ensemble. On avait une équipe, je te dis, on était, à une époque, on était plus d'une quarantaine. Tous les jours, tous les matins, de 11h à 4h du matin, ça pointait tous les jours. Les vraies ambiances de cité de l'époque, tu vois. Mais on se connaissait trop pour se dire, en gros, vas-y, on se calcule plus. Donc, nous, on avait fait une vraie réunion et tout à l'époque, hein, quand j'ai quitté le groupe. En se disant, en gros, vas-y, vous faites votre live, je fais la mienne, tranquille, on s'aide. On a même fait des petits morceaux, des petites collaborations. Après. Cool. Mais c'était pas une rupture, genre ça y est, on se calcule plus. C'était vraiment artistique. Faites votre vie, moi je fais la mienne, tranquille. Mais on se voit tous les jours au quartier. Quoi. Donc du coup, Dégaine ton style, c'est normal que tu sois là, y a pas de souci. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et puis je l'ai vu se construire ce truc-là. J'ai vu les premières réunions de quand ça commençait à en parler. J'ai tout vu. Tu vois, la première édition, la deuxième, la troisième. Donc on est fiers de ce truc-là parce que on pouvait pas imaginer l'impact que ça allait avoir, sachant que c'était chez nous, dans notre quartier, dans notre petite salle de 150 personnes, tu vois, c'était... Moi, quand ça arrive, moi, j'entends pas parler de la première édition. J'entends parler de la deuxième, donc après. Pas quand ça... Avant, quand vous préparez le truc, je suis pas au courant parce que vraiment, comme tu le dis, on est loin. C'est Sarcelles, les Ulysses, c'est très loin. Ça. Et il y a pas Internet, tout ça à ce moment-là. 2001, Donc je suis pas au courant. Par contre, quand ça a lieu, après les échos, ils arrivent jusqu'à mes oreilles et on me dit ouais, battle, il y a un mec, ce le cynique, il est chaud, le truc. On me parle d'un battle avec Philémon. On dit ouais, comme Philémon. Big up Philémon, si tu m'écoutes. Le gros big up. C'est un Renoir qui avait des locks blondes. Ouais, c'est ça. On me dit, t'as un mélange de Stevie et d'Yannick Noah. Donc Stevie, pour ceux qui se rappellent, c'était un mec de Love Story qui était blond. Donc le mélange avec les locks de Yannick Noah, tout ça. Donc moi, quand on m'a dit ça, déjà, j'étais pété de rire. Je dis, ah ouais, mais je dis, mais c'est cynique artiste triste. Parce que, pour moi, ça avait plus rien à voir, en fait. Comme son nom l'indique, il y avait une certaine mélancolie dans ton maxi. Et en fait, quand on me sort ta punchline, j'ai dit, ok, lui, il est capable de faire ça. On me dit, le gars, lui, il est chaud en battle, tout ça, machin. Donc, déjà, c'est un truc en plus, c'est-à-dire, entre le maxi artiste triste qui fait son chemin, moi, ça arrive à mes oreilles, où je vois ton nom à droite, à gauche, et il y a ce truc de battle où vraiment on m'a dit, non, et tu as gagné la deuxième édition en plus. Donc tout ça, ça ramène à ta légende qui est en train de se construire, en fait. Est-ce que toi, tu sens ça après le Dégaine ton style? Tu sens qu'il y a quelque chose? Franchement, je vais te dire honnêtement, ce truc-là, on l'a préparé des mois. Ça a fait un bordel chez nous. Je voyais les grands faire des paris. On a vu des... Non, mais vraiment, j'ai vu des choses ce jour-là que j'ai jamais vues de ma vie en tant qu'ulyssien dans un artiste rap. La salle, on aurait pu en remplir 4. Je te jure, il y avait autant de gens devant la salle que dedans. C'était une folie de ouf. Mais
moi, à la fin de ce truc-là, en fait, c'est la vie qui reprend normal. Tu vois, je me dis, c'était un beau truc, on a kiffé, mortel. Je sais que c'est un putain de souvenir que j'oublierai jamais. Parce que c'est vraiment, tu sais, le clash, c'est particulier. Bien tu sûr. vois, une phase, ça réagit différemment. C'est pas un concert classique. T'es Bien pas sûr. dans ton élément. Bien sûr. Tu peux te faire découper. sûr. Tu sais, il y a une grosse part de stress, de risque, etc. quand même, quand tu fais ces trucs-là. À la fin, je le gagne. Mais moi, je me dis, la vie, elle reprend. Demain, on est au quartier, on pointe de la même manière. Ouais. Et en fait, j'ai compris par la suite que ce truc-là, il avait changé ma vie. Okay. Mais sur le coup, moi, le soir même, je te jure, hein, je me dis, la vie, elle reprend. Quoi. Demain, C'est ça. on est au quartier, ça y est, c'est fini, on prépare la 3e édition, et puis voilà, tu vois. Ok. Et après, j'ai vu l'impact que ça avait eu. Il y a une cassette vidéo qui a tourné dans toute la France. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que la cassette, un coup, elle était à Bordeaux. Après, tu voyais la cassette, elle était à Roubaix. Il y a des trucs de ouf. Il y a une cassette, une seule cassette qui a tourné dans sur toute YouTube la à un France. moment. Et voilà. Et ces vidéos-là, on finit sur YouTube. C'est là que j'ai vu la première fois à quoi ça ressemblait. Ouais. Et là, il y a eu un docu qui s'appelle Clash et l'ennui, Ouais. qui est sorti il y a pas longtemps, ouais. là, sur toute ça. cette période-là. Tu l'as regardé Ouais, bien sûr. J'ai trouvé le truc touchant. Ouais, non, c'était Vraiment. bien, Et c'est bien surtout, fait. pour un mec comme moi qui était pas là, je comprenais vraiment Ouais, le de voir la pourquoi du jeunesse. comment et tout. Et c'était cool comme Ouais. documentaire. Quand tu vois tous les autres trucs qu'il y a eu, End of the Week, même si c'est pas un truc de battle, mais c'est plus sur l'improvisation, les Rap Contenders, tout ça, t'es fier en te disant que on a été les premiers à le faire ici? Je suis fier de ça parce que j'ai fait le jury de Rap Contenders et sincèrement, j'ai senti beaucoup de respect. J'ai senti que tous les mecs qui étaient là nous connaissaient. Moi, j'étais allé avec Scar en plus à ce truc-là. On est partis tous les deux. Ok. Et j'ai senti que, franchement, ils me l'ont dit même, tu vois. Je m'invente pas une vie, hein, mais il y a beaucoup d'artistes qui ont participé à ce truc-là et qui m'ont dit, mais gros, on s'est buté sur vos vidéos, les dégaines ton style, on les connaît par cœur. Et même eux ont cette humilité, entre guillemets, et je trouve ça remarquable de leur part, de dire qu'en gros, dégaine ton style, c'est un peu l'ancêtre, tu vois, on a lancé un peu ce délire-là sans le vouloir. Bien eux, sûr. ils ont pris la relève après derrière parce qu'ils se sont structurés. Ils ont fait ce que nous, on n'a pas voulu faire à l'époque, c'est-à-dire vendre le concept, passer de chez nous à Paris. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on était très attachés au fait que ce soit un truc ulyssien, fait par des Ulyssiens, donc on n'a jamais voulu franchir le truc. À une époque, M6 Black Music voulait racheter Dégaine ton style, tu vois. Ah oui? Il y a eu des vrais pourparlers, etc. Et il y a eu des vrais débats au final. Et c'est pour ça que le truc, d'ailleurs, il s'est arrêté, parce que personne n'était d'accord sur ce truc-là. T'en avais qui étaient, en gros, on a fait quelque chose de mortel, faut essayer d'aller plus haut, etc. Et puis t'avais la mentalité un peu quartier, non, mais ça part d'ici, faut pas que ça aille à Paris, ceci, cela. Donc, et c'est comme ça que le truc, il s'est éteint, en fait. Ok. Mais on était au départ de ce truc-là, et quand tu parles aux jeunes qui sont fans de battle aujourd'hui, qui participent même au RC ou un truc comme ça, au Rap Contenders et tout, tu sens qu'il y a du respect. Franchement, tu le sens, c'est palpable et ils te le disent, donc ça fait plaisir, c'est cool. Rap Contenders, ils t'ont appelé pour battle, dis la vérité. Non, franchement, non, on m'a jamais proposé. Mais honnêtement, j'aurais pas accepté parce que moi, je suis de l'école instru, tu vois, et eux, c'était a cappella. Donc déjà, t'as pas les temps, tu peux faire des phrases de 2 km, tu vois, c'est... Moi, je suis pas de cette école-là, tu vois. Mais par contre, quand on m'a dit de venir faire le jury, j'ai kiffé. Parce que c'est bien aussi d'être là et de pas avoir la pression du participant. Je confirme. T'es là, t'es les bas. De toute façon, on était ensemble ce jour-là. Non, mais parce que moi, à la base, ils m'ont appelé pour battle. C'est pour pour ça le que je faire. te pose la question. Non, moi, bizarrement, c'est bizarre parce que je pensais même qu'à une époque, on allait me proposer ce truc-là, me dire, Wojtek, machin, il y a des mecs à affronter quand même. Il y en avait qui avaient des vrais, puis ça a sorti des mecs connus aussi, des Nekfeu, des trucs comme ça. Donc, t'en as qui ont vraiment profité de ce truc-là et ça a montré des vrais talents. Mais, on m'a jamais proposé de venir me taper. Ok, bon. C'est dommage. Ça pourrait arriver à tout moment. Mais après, nous, on a fait un truc avec Gaiden sur Skype. Sur Skyrock. Parce qu'il était invaincu, en fait, à l'époque, et je me suis dit, quitte à prendre un mec, autant prendre le champion en titre, entre guillemets. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et on a organisé un truc, hein. C'était pas du tout une embrouille ou quoi. C'était vraiment purement pour le plaisir de l'affronter à Sky. Et je l'avais écouté. C'est ce qui s'est passé. C'était cool. Ouais, c'était cool. Avec Guyver, qui est venu ramener l'ambiance. Guyver, c'est la voix de Dégaine ton style. De Dégaine ton style. C'est lui. Donc, pour moi, je peux pas faire un battle s'il n'y a pas Guyver derrière. C'est clair. Lourd. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? T'es avec Karim et Nabil. Ouais, depuis vous 2 avancez. ans, 3 ans, on avance. On a Tu vois toujours Diams? Ouais, toujours. Okay. Et puis elle, je la vois grimper surtout. Je la vois grimper, je la vois sortir son premier album, premier mandat, sur lequel tu es d'ailleurs, je crois. Exactement. En 97. C'est moi qui ai donné le titre de cet album. Ah ouais? Tu sais que je l'ai réécouté le morceau il y a pas longtemps. J'ai réécouté votre son il y a pas longtemps. C'était marrant. Ouais, de ouf. Et voilà, et puis je la vois avancer surtout, tu vois, on voit qu'elle a beaucoup d'avance sur nous, que tu vois, elle est déjà intégrée sur Paris, elle fait partie d'un collectif, elle fait des gros feats, nous on est les petits du quartier, entre guillemets, à ce moment-là, quoi. On est les mecs du quartier et elle a beaucoup d'avance sur nous. À cette période-là, il y a un rappeur qui s'appelle The Stat, qui est aussi vers chez vous. Ouais.
Ouais, il est des Ulysses ou des d'Orsay? Il est, pour nous, il est des Ulysses parce qu'on l'a toujours vu là-bas. Ok, lui aussi il fait son petit truc avec son groupe basique. Ouais, c'est ça. On le voit faire son truc. C'est ça. Mais il y avait beaucoup d'identités comme ça chez nous. T'avais beaucoup de mecs qui étaient structurés, leur petite équipe, leur petit truc. Tu vois Diams faire son trou. Tu vois Vestat avec Basique faire son trou. Ouais. Là, quand même, tu commences à dire que c'est possible. En plus, t'as Karim et Nabil qui sont plutôt bien organisés. Sincèrement, toujours pas. Vraiment. Toujours pas, parce que pour moi, il n'y a pas eu de déclic. C'est-à-dire, gagner un battle chez soi devant 300 personnes, c'est cool. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui va changer sur les épaules, t'arrives à te dire pour moi, il faut un vrai déclic. Un truc de ouf. Un déclic de chiffres. Tu vois. Et ce déclic, il arrive en 2004, quand on sort En attendant l'album. Et c'est là où vraiment, je prends conscience et je me dis, mais en vrai, il y a moyen de faire quelque chose. On va y venir. Alors. Là, vous avancez vers ce Street CD, on disait. Ouais, c'est ça. Exactement. Il sort chez Neochrome. Il sort en partenariat avec Neochrome, en fait. Parce qu'eux étaient vraiment implantés dans le monde de la mixtape à l'époque sur Paris. C'était fou. Et on voulait s'associer à eux pour avoir justement toutes les références qu'eux ils avaient, toute l'expérience qu'eux ils avaient. Yoni, qui était un mec qui bossait super bien. Le street, tu sais, la street promo, etc. Donc voilà, on s'associe avec eux pour sortir ce projet, ouais. Mais donc, vous faites une mixtape, un street CD, comme on disait à ce moment-là, qui s'appelle En attendant l'album. Ouais. Vous avez un album de près à ce moment-là? On sait qu'on va l'avoir. Moi, j'ai déjà des morceaux de stocker, mais l'album, il ressemble à rien, en fait, encore à ce moment-là. Mais c'est juste que je sais que je vais sortir un album. Je sais que j'ai déjà des morceaux qui sont des morceaux d'album et plus que des morceaux de street CD. Mais à ce moment-là, j'ai rien. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien. J'ai pas de signature. Ça parle pas de maison de scud. Ça parle de rien du tout. Donc, c'est un projet que nous, on a. Mais tu sais très bien, à cette époque-là, tu peux te dire, je sors l'album comme je le sors jamais, au final. C'est clair. Ça dépend de tellement de choses, il y a tellement de paramètres à ce moment-là qui rentrent en compte pour aller au bout du projet. Mais je trouve ça quand même culotté dans le bon sens. Ah ouais, non, c'est clair, vous y croyez quand même. C'est un coup de bluff de ouf. Parce qu'à ce moment-là, je te le dis, il n'y a pas de signature, il n'y a pas d'album de prévu. D'ailleurs, même dans un des morceaux de En attendant l'album, je dis nouvel album, rentrée 2004. L'album, il est sorti en 2005. Tu vois ce que je veux dire? Donc on avait vraiment anticipé un truc. On avait vraiment anticipé un truc au hasard comme ça, en se disant, faut annoncer une date de sortie d'album, histoire de. On voulait se servir en fait du street CD pour faire notre petite promo perso en fait. Un petit teaser. Ok. Bon là, à ce moment-là, raz-de-marée. Sur le street album. Bah ouais. Là, c'est là où je te dis, là tout change. Tout. Là, vraiment, je sens que là, on n'est plus du tout dans le même délire. Parce que déjà, moi, toutes les semaines, on m'appelle, on me dit, on represse. Tu vois. Toutes les semaines. Mais quand je te dis ça, pendant plusieurs mois. Tu vois, donc Yoni, toutes les semaines, il m'appelle. Ouais, on represse 2000, on refait 3000, on refait 1005, on refait 4000, on refait. Et à un moment, je me dis, mais attends, s'il represse autant, c'est-à-dire que déjà, on a vendu un peu quand même, tu vois, parce que ça represse, c'est que ça vend. Tu vois, et ce street album-là, il a fini à quasiment 40 000 unités, mais sans magasin, sans relais, tu vois. T'as un côté, à ce moment-là, on est encore dans la rue. Il y a un monde parallèle. On a un monde parallèle de réseaux qu'on connaît, de mecs qu'on connaît. Tu vas à la Fnac, il t'en prend 10. Tu vas à la Fnac de Montparnasse, il t'en prend 20. T'as des petits distributeurs, tu vas voir Visclo, t'en vends dans la rue, et au final, tout ça réuni, on arrive à 40, tu vois. Donc, tu sais que à ce moment-là, moi, je te dis, de là où j'étais, comment je voyais le truc, comment les trucs arrivaient à mes oreilles. T'es une référence en termes de vente de street CD et que tout le monde dit il faut faire un street CD. Cynic, il en a vendu tant. Tout ça, je te jure mais ça, je l'ai vraiment senti. Tu l'as senti? Et en toute modestie, c'est pas pour se la raconter, mais j'ai senti que tout de suite après, ils ont voulu appliquer exactement la même recette. Tout le monde faisait des street CD. J'ai même vu des street albums qui s'appelaient En attendant l'album. Donc là, c'est là que je me suis dit quand même, on a fait quelque chose de bien. On a lancé un délire. Ah ouais, non, je me souviens Après, des fois, c'était marrant parce que les chiffres, c'était jamais les mêmes. Ouais. Faut faire un street CD. Cynic, il en a vendu 80 000. Ouais, non, 80 000. Et là, le mec, il rentre 40 000, c'est déjà bien. Mais c'est vrai, on a senti ce truc-là. Et puis, il y a eu une ère après street CD, en fait. Il y a beaucoup de street CD qui sont sortis dans la foulée, etc. Exactement. Donc, je pense qu'on n'y est pas pour rien non plus. Je me rappelle, ton époque, il y avait Tandem, je crois qu'il y en avait, qui avait le sien aussi. Peut-être La Fouine, je sais plus. Ah ouais, mais c'est possible. Mais en tout cas, c'était le format du moment. C'était plus la mixtape, c'était pas l'album street CD. Ouais. Tu vois, donc t'avais ce côté un peu large aussi où tu pouvais faire ce que tu voulais, tu pouvais mettre des mecs de ton quartier en featuring. T'avais pas les contraintes d'un album. Tu vois ce que je veux dire? C'était beaucoup, moi, quand je faisais un street CD, je réfléchis pas, l'instru, elle est bien le truc, vas-y, tac, j'ai écrit. J'essayais de retrouver les méthodes qu'on avait quand on avait justement 17, 18 ans, tu vois, ce côté un peu spontané, sans réfléchir, machin. Et ça se ressent dans cet album, hein. Il a été fait, mais dans des studios
claqué avec des bouts de ficelle, des trucs, je te jure, j'ai des anecdotes de ouf sur ces enregistrements. On veut. Bah, une en particulier, un jour, il me restait 10 minutes pour faire un morceau. Tu vois, 10 minutes. Tu vois, Nabil qui me dit, ah, gros, comment on fait? On avait perdu grave du temps, il y avait une galère, je sais pas quoi. Le morceau, je l'ai plié en 10 minutes, tu vois. Attends. 10 minutes, frère. Donc, c'est du one shot. T'avais le texte. J'avais le mais texte, tu l'as enregistré en 10 minutes. En 10 minutes. Il restait 10 minutes avant de partir. On parle d'une époque où un morceau de rap, ça avait 3 couplets. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Mais les 3 couplets. 3 couplets, refrain, back. En gros, tu finissais la prise. Tu l'as réécouté, c'est bon, vas-y, on enchaîne. Tu vois, et j'ai fait que des one-shots comme ça. Et du coup, je pense que ça a aussi rassuré mes gars de se dire, le mec, c'est un espèce de 4x4. Tu vois, il est pas que dans un élément de. Ça, c'était le côté rue, tu vois. Le côté, justement, on a fait des mixtapes, des trucs dans des caves et tout. On avait ce côté à l'arrache. On savait travailler bien et en même temps travailler totalement à l'arrache. Et je te dis, 10 minutes pour enregistrer un morceau, c'est du jamais vu. Et le pire, c'est que ce morceau, il était dans le street album et il a grave bien marché. Les gens l'ont jamais su. Les mains sur la tête, il s'appelle d'ailleurs. Ok, je vais le réécouter. Ouais, tu réécouteras 10 minutes. Voilà. Maintenant que je sais. Grave. Et il y a le morceau L'Assassin qui est déjà sur ce CD que les gens vont découvrir plus tard sur l'album et tout. Mais il est déjà ce morceau, il fait la diff en fait. C'est ce morceau-là qui me lance. C'est de là que tout est parti. Moi, je le fais à la base, c'est même pas pour faire du buzz ou quoi. J'ai même pas l'impression d'être un mec qui lance un délire ou d'être dans quelque chose de nouveau, tu vois. Moi, en fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, écoute, j'ai préparé Dégaine ton style. J'ai écrit 12 couplets, 12 fois 16 mesures. Je me dis, t'as vu, c'est bien beau de les avoir niqués en une soirée et tout, mais j'aimerais bien, tu vois, en gros, je voulais synthétiser ce truc-là, tu vois, en faire un morceau au moins qui ait quelque chose d'artistique là-dedans. Et après, ça part de là. On ramène les potos au studio, on essaie de recréer l'ambiance battle avec les voix de Guyver, des vrais potos à moi qui étaient venus au studio qui hurlent sur toutes les phases. On a essayé de créer ce côté un peu bordel. Et après, je te dis, ce morceau-là, c'est de là que, après, à partir de là, rien n'est plus comme avant. Donc, t'es en train de me dire que si moi j'ai fait Dégaine ton style contre toi, y a certaines phases, quand je vais écouter ton street CD, que je vais reconnaître parce que tu les as utilisés contre moi. Repars dire à tes potes que SCNK t'a bien niqué. Déjà, ça, c'était une phase que j'avais sortie à Philémon. Tu vois, donc, il y avait vraiment, c'était un condensé, en fait, de mes meilleurs punchlines, quoi. Tu vois, j'avais beaucoup de textes et je me suis dit, je peux pas juste, j'ai travaillé 4-5 mois sur ce truc-là. Tu vois, ça, les gens, ils le savent pas. Mais un battle, ça, tu le prépares pas une semaine à l'avance. Tu le prépares 3-4 mois à l'avance. Tous les jours, t'écris, tu cherches du dossier, tu cherches des trucs, tu personnalises des couplets parce qu'il y a des mecs qui te font plus peur que d'autres. Donc, tu te dis, si au moins je tombe contre lui, j'ai un truc personnalisé, je vais le démonter. Tu vois, c'est beaucoup de boulot. Moi, je me disais, je peux pas, à la fin de tout ça, ça y est, la soirée, elle est finie. Tu vois, il fallait que j'ai un morceau de ça. Et ça part de là, l'idée, elle part de là, en fait. On fait un morceau pour en gros synthétiser cette période battle, quoi, tu vois, mais sans plus, sans se dire le morceau, tu vois. Et après, c'est là que je te dis, à partir de là, après, là, ça fait que grimper. T'as les maisons de scud qui s'intéressent à toi, t'as sorti ton street CD, ils ont bien vu que tout seul, t'as réussi à faire des chiffres, donc les mecs, ils ont une logique de se dire, si nous on est derrière, de quoi il est capable, en fait, jusqu'où il peut aller, lui. Et après, c'est là que les maisons de scud arrivent, quoi. Il y a eu une tournée qui s'appelle l'Indépendance Tour. Ouais. Et toi, l'escadrille, les tandems. Ouais. Ça arrive avant la maison de disques? Ça arrive, juste avant, en fait. Okay, c'est entre Dégaine ton style et la signature en maison de disques. Cette tournée, c'est 2004. Et moi, j'ai signé fin 2004 chez Warner. Quand tu pars faire cette tournée, toi, ce que t'as, c'est en attendant l'album. C'est ça, en fait. Ouais, c'est tout. Okay, j'ai juste ça comme bagage. C'est quand même une grosse plateforme, un gros tremplin comme cette tournée. De fou. Et puis je le sens. Puis moi, au-delà de ce que ça représente, ça m'apprend la scène. Ouais. Ça m'apprend la rigueur sur scène. Moi, je connaissais pas ces trucs-là. On faisait des concerts à l'unité, la plupart du temps à côté de chez nous, ou pas très loin. Ouais. Donc déjà, la fatigue physique de tous les soirs, tu bouges. Tu connaissais pas. J'ai appris la scène sur cette tournée. J'ai appris la difficulté de la scène, de gérer sa voix. Bien pareil, tu sais, tu connais, t'es jeune, t'as des publics de ouf, tu te pètes la voix le premier soir. Le lendemain, t'es au miel toute la journée. T'as vu, t'es là, on te dit parle pas, tu bois du thé chaud toute la journée, tous ces trucs-là, en fait, j'ai appris sur le tas, en fait, tu vois. Ouais. Et cette tournée, c'est un de mes meilleurs souvenirs dans la musique, parce que c'est tourné à l'arrache, tu vois. Comment une ça chambre d'hôtel par groupe. Qui a eu cette idée de monter c'est Masta avec Nabil, avec mon équipe, en fait, on s'est dit, faut faire un truc qui a jamais été fait. Et à l'époque, ça n'avait jamais été fait. Je sais pas si ça a été fait depuis, mais des groupes qui se connaissent pas forcément, en fait, qui s'unissent, parce qu'ils ont tous un buzz en commun, en fait, à ce moment-là, pour
pour essayer de faire une tournée, pour essayer de faire grimper au final tout le monde, tu vois. Il y avait pas de, nous dans notre tournée, il y avait pas de rosta, il y avait pas de, c'était que des roulements. Tu vois, comme ça, il y a pas de l'autre, il est plus mis en avant, le truc. J'ai jamais senti ce truc-là. J'ai vraiment senti une bonne ambiance du début à la fin. Les équipes, t'avais des équipes du 7-8, des équipes du 91. T'avais Butch qui venait avec nous, qui était le DJ de Bakar. Donc t'avais des équipes du 93. T'avais des mecs de partout. On bougeait, on était 50, tu vois, et on avait 3 chambres d'hôtel pour tout ça. Donc c'était, tu vois, et on a vécu des trucs de fou, tu vois. Les premières dates, c'est tes potes qui dorment par terre, t'en as un qui dort dans la baignoire, tu vois, des ambiances, vous êtes 8 dans la chambre, ça pue la chaussette froissée. Tu connais ces ambiances-là, normal, à l'arrache totale. Mais normal. le soir, t'es sur scène, tu niques tout. Et toi, tu vis ta meilleure vie parce que tu passes d'une ville à une autre. Le lendemain, c'est un autre hôtel, c'est un autre truc. Et je découvrais ça. Et franchement, ouais, j'étais super heureux à ce moment-là, quoi. C'est une de mes plus belles années, d'ailleurs. Lourd, très lourd. Et du coup, comment arrive la signature chez Warner? Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous? Est-ce qu'il y a d'autres maisons de disques qui viennent vers vous à un moment aussi? En fait, ce qui s'est passé, alors ça, c'est une autre histoire. En 2004, j'étais à Cannes, je rentre chez moi et les keufs, ils viennent, ils me pètent. J'avais une peine qui datait de 99, tu vois. Donc un truc qui avait 5 ans que j'avais complètement oublié, prison. Là, en fait, ça me nique mon élan. Parce que moi, je me retrouve au placard, ça parlait de signature, tout ça. Donc moi, je commence à flipper, me dire, putain, si... Ça, c'est après la tournée? Ça, c'est après, ouais, c'est après. Et à ce moment-là, moi, je suis déjà un petit peu connu, en fait. Tu vois, même au placard, à Nanterre, il y a des mecs qui m'ont reconnu. Parce que j'étais au tout début, en fait. Donc les mecs qui étaient vachement dans le rap à ce moment-là, ils grillent. Pas comme aujourd'hui, tu vois. Mais j'étais au début de ces trucs-là. Et avec des promesses de signature et tout. Et je me rappelle, la juge, quand elle me dit, ouais, tu vas en prison, j'avais fait venir des papiers de Warner, en fait, via mes producteurs, en gros, pour essayer de me sauver, tu vois, pour lui dire, regardez, j'ai des promesses de signature, machin, tout ça. Et ça, je pourrais jamais oublier. Elle m'a dit, monsieur Idir, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, ce soir, vous dormez en prison. Tu vois, donc les contrats, je les ai pris dans la gueule, embrouillé avec les keufs, ça s'est super mal passé, en fait, tu vois. Et du coup, après, moi, à partir de là. Attends, tu sais ce que là, tu parles vite. Ouais. Les contrats, je les ai pris dans la gueule. Ouais, parce que moi, en fait, pour moi, c'était mon sésame. J'avais un papier de Warner qui disait, en gros, cet artiste nous intéresse. Promesse d'embauche, voilà, exactement. Puis ils avaient mis le paquet, tu vois, genre, il m'avait vraiment fait un vrai papier, genre, ouais, c'est l'avenir de la musique, c'est un jeune qui est en train de se développer, machin. En gros, vous pouvez pas lui niquer son élan. Tu vois. Et l'autre, elle me dit, ouais, vous pouvez me dire ce que vous voulez, ce soir, vous dormez en prison. Donc moi, vénère, bim, les contrats dans la gueule, les keufs qui te menottent, truc, tu pars à Nanterre, et là, tu commences à cogiter, tu te dis, putain, ça va me niquer mon délire. Je savais que c'était imminent, tu vois ce que je veux dire? Et je suis à Nanterre, et Karim et Nabil, ils me disent, écoute, frère, tu vas sortir en perme. Et on va faire un concert. Il y avait Kenny Arcana dans ce concert, il y avait comment il s'appelle, Danny Dan des Sages Po. Je me retrouve dans un concert dans une petite salle à Paname. Moi je suis en perme, c'est-à-dire la veille j'étais en prison, le lendemain j'y retourne. J'y suis que pour cette journée-là. Et en fait ils me disent il y aura toutes les maisons de scud dans la salle. Et ce jour-là t'avais Barclay, t'avais Universal, t'avais Warner, t'avais toutes les maisons de scud qui étaient là. Moi, je fais mon concert, je repars en Zompri, et dès le lendemain, je reçois des nouvelles, machin, et on me dit, vas-y, c'est bon, ça va signer. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Donc déjà, ça veut dire que t'as retourné la scène ce jour-là? Ah ouais, de ouf, je suis rentré en Zompri, j'avais plus de voix. C'est-à-dire, le lendemain, j'avais plus de voix, et puis t'as vu, t'es jeune, tes concerts, t'en fais pas beaucoup. On dit que celui-là, c'est un concert privé, il a un côté un peu particulier, parce que tu sais que dans la salle, t'as toutes les pointures des plus grosses maisons de disques de l'époque qui sont là. Tu sais qu'il faut pas te rater. Tu vois, mais t'es jeune et insouciant, donc en vrai, tu penses jamais à te rater, toi. T'es là, t'as la dalle. Il y a un truc que j'essaie de comprendre. La perme, elle était prévue ou ils ont réussi à t'avoir la perme pour le concert? Moi, ils me disent ça à moi. Ils m'écrivent, ils me disent, on va te faire sortir en perme. Moi, je sais comment ça marche, la Zompri. Je me suis dit, je leur ai dit, mais jamais. Je leur ai dit, vous croyez qu'on est Snoop ou quoi? T'as cru, on va sortir, Tupac, on sort, machin. Je dis, vous êtes des ouf, on est en France. Déjà, le rap, ils s'en battent les couilles. Clair. Et puis, en plus de ça, t'as vu, c'est pas une peine de 10 ans de prison non plus. C'est une peine assez courte. Donc, je peux pas avoir d'aménagement, de trucs, ceci, cela. Et je te jure, le samedi matin, le surveillant qui rentre dans ma cellule, ouais, perme, machin, tu rentres demain. Et là, je te jure, c'est une journée de ouf, quoi. J'ai passé une journée dehors, mes gars qui m'attendent à la sortie, salle de concert, je suis passé de la Zompri au Balance, sur scène, le soir blindé, machin et tout, et le lendemain, à 11h, je repartais au placard. Mais en fait, ce concert-là, il a été décisif, parce que c'est là où les mecs, ils ont vu que vraiment on kiffait ce qu'on faisait. Tu vois, ils sont venus nous juger, en fait, tu vois, voir un peu, prendre la température. Déjà, bravo à Karim et Nabil, ce qu'ils ont fait là, ce jour-là, c'est incroyable. C'est fou. Et le truc, c'est que, du coup, toi, tu retournes en tôle, mais Karim et Nabil, ils reçoivent des contacts, des coups de fil. Ils me disent direct, c'est bon, ça va signer. Ils me disent maintenant, on sait qu'on va signer. Là, en fait, on est dans un stade où on se demande plus si on va signer. On sait qu'on va signer, mais maintenant, il faut choisir la meilleure formule. Avec qui, pour sortir quand, qui va nous proposer le plus, qui va croire le plus au projet, etc. Mais toi, tu sais quand tu sors?
Non, à ce moment-là, toujours pas. Là, Donc, ça peut est être frustrant quand même. de ouf. Tu sais que il y a des gens De qui ouf. t'attendent dehors pour te signer, mais tu sais De pas ouf. quand tu Mais sors. c'est pour ça que je te dis, nous, à la base, on avait prévu une sortie d'album en 2004. Et Ouais. en fait, la signature a repoussé la sortie, en fait, jusqu'à 25 janvier 2005, il est sorti. Mhm. Donc, les trois, en fait, et ce concert-là, privé, là, c'était en octobre 2004. Et nous, on sort, tu vois, l'album, il sort janvier 2005. Donc, c'est vraiment juste après que tout s'est enclenché. Ça tu va vois. vite, comme ça veut dire. Ouais, ça va vite. Tu avais déjà plein de morceaux. J'avais déjà beaucoup de morceaux. Ouais. Ouais. J'avais plein de trucs à faire écouter. Et puis, ils avaient eu le street album. Et puis, t'as Ouais. vu, à cette époque-là, t'as Zoxy qui commence à t'appeler. Ouais. T'as des grands, entre guillemets, qui, là, tu franchis un câble, quoi. Même Parce que toi, voilà, tu peux ouais. pas, tu peux pas faire le mec et je suis encore au quartier, ceci, cela. Ouais. Là, tu vois que t'as franchi un vrai palier, quoi. On t'appelle de partout. Des mecs que t'écoutais quand t'étais gosse qui te veulent en feat sur leur album. Ouais. Tu vois, il y a des signes qui trompent pas, tu vois. Zoxy, tu bosses avec lui à quelle période du coup 2004, pareil. Quand toujours. tu sors de cette peine Alors attends, je suis rentré en septembre, c'est juste avant en fait. En fait, Zoxy, Ok. c'est l'année 2004, c'est entre Independence Tour en gros et la Zompri fin de l'année 2004. Ok. Ça doit être l'été 2004, je pense. Un truc Ok. comme ça. Alors, je sais qu'il y a eu des histoires entre vous, tout ça, machin, mais lui, il travaillait avec toi en qualité de quoi en fait En fait, Zoxy, c'est un malin, tu vois, c'est un mec, c'est un ancien, c'est un mec qui arrivait à repérer les jeunes talents assez rapidement. D'ailleurs, il en a eu beaucoup dans ses mains, tu vois. Et moi, à l'époque, il m'appelle, on fait un morceau, No Time. Il me dit, ça va être sur mon album et tout. Donc, au départ, c'est juste une demande de feat classique. Et après, en fait, c'est là où ça s'est un peu compliqué avec lui. C'est qu'après, il me dit, ouais, j'ai une tournée des Fnac, machin. Je serais grave content que tu la fasses avec moi. Moi, je suis jeune. Il y a un ancien qui me demande quelque chose. Je suis plein de respect, plein de trucs, tu vois. Donc, puis je suis naïf dans le business, tu vois. Je connais pas encore le business. Donc, moi, j'accepte, tu vois, jusqu'à ce que je comprenne après ce qui s'est passé réellement, etc. Donc, c'est pour ça qu'avec lui, ça s'est terminé. Mais j'ai pas l'impression que nous, on ait fait quoi que ce soit de mal. Au contraire, on a vachement fait preuve de respect. On a été grave carré, etc. Après, t'as un mec qui vend des dates sur ton dos, qui te dit les dates, elles sont pas payées. Le soir, il prend des billets de ouf sur toi. T'es à l'affiche autant que lui, parce qu'à ce moment-là, t'as plus de buzz que lui, tu vois. Et c'est pas pour être méchant. 2004, tout le monde te veut. Moi, je sens pas ce truc-là. J'ai l'impression que c'est un mec qui m'aime bien. Tu vois, c'est cool. Ça me fait un peu d'expérience sur scène et tout. Et après, j'ouvre les yeux. Je me rends compte que c'est plus que ça. Mais sur le coup, c'est pas producteur. C'est juste un mec qui était là, qui nous a accompagnés, qui a placé des vraiment, prods. c'est ça que je voulais savoir. Ouais. Moi, j'avais déjà mon équipe. C'était impossible de venir me voir et de me dire on va bosser avec toi. Surtout à ce moment-là, tu vois, alors que je voyais que les fruits de ce qu'on avait semé toutes ces années compliquées, machin, c'était en train de payer. Je me voyais pas. Et puis de toute façon, c'est pas dans ma nature d'abandonner les gens. Moi, je suis quelqu'un de vachement réglo. J'en ai eu des propositions pour taffer. Mais personne pouvait me détourner des mecs qui m'avaient fait, en fait, tu vois. Et du coup, donc tu roulais Karim et Nabil et 609, c'est le nom du label. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, à un moment, tu clamais tellement 609 dans tes morceaux que je me demandais si t'étais troisième producteur. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, ouais. Ok. En fait, nous, notre devise, dès le départ, le jour où on s'est posé au quartier, là, quand je suis sorti de prison, qui m'ont parlé du contrat, ils m'ont dit, écoute, ça va être simple, 33%. C'était ça notre devise, 33%. On était 33% de tout. Coproducteur dès le départ, en fait. De mon propre album, de mes propres projets, et après même d'autres artistes, tu vois, on a bossé avec Faina, on a fait d'autres trucs, on a produit des mecs. On va y venir après. Mais en gros, 609, c'était 3 personnes. Toujours à part égale. C'est vraiment ce que je voulais comme ça, surtout à part égale. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Demain, il y a 1 million qui rentre, ou il y a 100 000 euros, c'est exactement la même chose. On sait déjà combien on va toucher. C'est fort. Du coup, vous choisissez Warner. Il y a plusieurs maisons de disques, mais vous choisissez Warner. Tu sais pourquoi vous avez choisi Warner ? Tout à fait, ouais. Parce qu'à la base, avant Warner, en fait, en édition, il y avait Sébastien Catillon qui bossait à l'époque à BMG. Et mon tout premier contact avec les maisons de Scud, les grosses multinationales comme ça, c'était même pas les maisons de disques, c'était les éditions, pour mes éditions. Et donc, il m'avait suivi depuis le Street CD en attendant l'album. On était parti le rencontrer une fois, etc. Et entre-temps, lui, il passe directeur artistique de chez Warner. Donc, au moment où il veut me signer, moi, je le connais déjà. Parce qu'on a déjà bossé ensemble. Et puis après, t'as vu, il y a les chiffres, tu vois ce qu'ils proposent. En fait, moi, j'ai senti que de tous ceux qui étaient là, c'était eux qui croyaient vraiment le plus en moi. Et c'était ça qu'on voulait, en fait. C'était bosser avec des gens qui croient réellement en nous, qui veulent bosser avec nous, tu vois, pas juste du business. Et confirme-moi, quand vous signez chez Warner, c'est sur le label Up Music. Ouais, c'est ça, ouais. À ce moment-là, ils marchent sur l'eau, les mecs. De fou. Ah, de fou. Tout ce qu'ils font, ça marche. Exactement, ouais. À ce moment-là, il y a une vraie hype chez eux. On sent que, et puis même, c'est structuré, c'est organisé, t'as des vrais moyens, ça te met des chefs de projet, là, tu sens que t'es dans un autre monde et que surtout ton album, il est accompagné, quoi. Il y a du monde derrière, il y a des moyens, là, tu peux plus dire, on n'a pas les moyens. Là, à ce moment-là, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut avoir qui on veut, on peut demander qui on veut. Je te dis pas que ça va passer, mais en tout cas, on peut le demander, en tout cas. Rien que ça, déjà, c'est énorme. C'est énorme, de ouf.
au moment où tu signes chez Warner, est-ce que tu repenses à toutes ces années galères où tout était compliqué? Bien sûr. Je te dis, nous, on s'est retrouvés dans des studios, dans des caves, un grec pour 8, une canette pour 8, mais vraiment, je te jure, c'est même pas des vannes, c'est réel. C'était Coca Madeleine. De ouf. Pas cher. Faut être le premier, tu vois. Parce que même dans la canette, à la fin, il te reste que la salive, tu vois, tu connais. Donc pas cher, mais ça tient au corps. Ah, mais de fou. Mais on a connu vraiment les années où vraiment, il y avait rien du tout, mais de chez rien du tout, tu vois. Donc là, ça parle d'argent, ça parle de... Et puis même moi, pour ma vie personnelle, tu vois, moi j'avais un daron jusqu'à 2004, il me levait tous les matins. Musique, pas musique, t'es connu, pas connu, tant qu'il voit pas d'argent, lui, c'est les darons à l'ancienne, tu vois. Donc un jour, je suis arrivé, tiens, regarde, le chèque, il est là, vas-y, en gros, c'est bon, laisse-moi tranquille. Même pour ma vie personnelle, ça m'a changé, ça m'a apporté de la tranquillité, tu vois. Là, j'ai pu souffler un petit peu, tu vois. Et ça change tout. Ok. Donc vous faites cet album assez rapidement, finalement. Ouais, mais je te dis, on avait déjà beaucoup de morceaux. Oui, vous avez beaucoup de morceaux. Ouais. L'album sort. Tu es déjà joué en radio nationale. Skyrock, on parle de Skyrock. Si j'ai pas de mémoire, l'album, au moment où il sort, il est pas encore sur Skyrock. Pas encore? Non, il est pas encore sur Skyrock. Parce que Boono a attendu, en fait. Boono croyait pas spécialement au projet, où il était assez sceptique au départ. Et il a attendu les chiffres, tout simplement, tu vois. Ça veut dire que vous avez fait des bons chiffres sans radio? Au départ, il n'y a pas de radio. Quand l'album il sort, vraiment, on n'est pas en radio à ce moment-là. On rentre en radio juste après, en fait. Parce qu'on sort, on fait 3e top album, 12e, 12 000 la première semaine. Ah ouais. Tu vois, 3e top album. Et moi, j'ai aucune référence à l'époque, tu vois. Et ça, pareil, c'est un truc que j'aime bien raconter. Nabil qui me dit ça. Et je lui dis, mais c'est bien ça ou c'est comment? C'est bien, c'est pas bien? Il me dit, mais t'es un ouf, toi. Il me dit, t'es un jeune artiste, t'as jamais sorti d'album, t'es troisième top album. Et puis je vois les blasts derrière moi, tu vois. Je vois des pointures quand même. Je me dis, ah ouais, putain, on est devant eux, c'est pas mal, tu vois. Et puis la semaine d'après, ça bicrave, truc. Et en fait, cet album, il s'est vendu vraiment dans la durée. Parce qu'on était jeunes au départ, donc les gens nous connaissaient pas forcément, mais comme il a eu une bonne presse, des bons échos, etc., tu vois, 7-8 mois après, on vendait encore 7 000, 8 000, tu vois ce que je veux dire? Donc il s'est vraiment vendu très, très, très longuement, tu vois. On n'a pas démarré super fort. Mais par contre, je te dis, 9 mois après, on faisait encore des semaines à 8, 9 000. Donc il a fini à 250 quand même. Après, quand tu dis on n'a pas démarré super fort... Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'album d'après, la première semaine, on fait 46. Ouais, mais c'est normal après. Voilà, donc là, les gens, ils te connaissent, machin, il y a un autre truc. Mais tu vois, au départ, toi, c'est pas ouf, tu vois ce que je veux dire? C'est bien, mais tu te dis 12 000, c'est pas non plus un truc, un score de baiser. En vrai, c'est ouf. En vrai, c'est ouf pour l'époque. Mais tu le sais pas encore à ce moment-là, tu vois. Moi, je le découvre sur le tas, quoi. Je m'en rends compte au fur et à mesure. Et puis après, je vois bien que l'album, il prend. Après, t'as de la promo. Ça rentre sur Skyrock. Là, ça rentre sur Sky, Ça rentre sur Sky, mais difficilement. Tu vois, ça rentre sur Sky parce qu'il n'y a pas de morceaux pour eux. Moi, je suis un mec, j'ai pas de son radio à la base. De base, je suis pas trop un mec des radios de base. Mes sons, c'est pas des sons de radio. On va y venir. C'est du rap où ça parle de choses sérieuses, de trucs, ça kick, ça peut parler de drogue, de rue, de machin. J'ai pas spécialement des refrains chantants à l'époque, tout ça. Donc, ils se creusent la tête avec moi parce qu'ils savent pas où me mettre, en fait. Ils se disent, le mec, il bicrave de ouf. Mais par contre, en radio, on sait pas où le placer. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait pas encore ce qu'il fallait. Et du coup, on fait Cœur de Pierre. Et ce morceau-là, après, il est rentré direct. C'est mon morceau préféré de l'album. Bah ouais, franchement, mortel. C'est un truc de ouf. Mortel. Et moi, je suis fier de ce morceau parce qu'on l'a fait pour les radios, mais sans se trahir. On a réussi à faire quelque chose d'honnête, avec un thème, avec un sujet, avec du contenu, etc. Je voulais pas arriver, prendre une chanteuse, fais-moi un refrain balourd, je mets 2 couplets claqués, tu vois, je voulais pas me trahir. Je voulais vraiment arriver avec quelque chose qui me représente. Et ça, c'est une fierté d'être rentré à la radio avec nos sons à nous. Et je vais te dire la vérité, moi, personnellement, le rap mélancolique, ça n'a jamais été mon truc. Et ce morceau, c'est peut-être le premier où je me suis dit, putain, j'aime bien. Mais et tu m'as ouvert dans un autre monde on l'a bien bossé. Mélancolique où j'ai dit, finalement, c'est pas si mal. Vraiment, hein. Ce morceau, je trouve que c'est un bijou et le clip est super beau aussi. Bien réalisé. Il me semble que l'Assassin est passé un petit peu en radio. Il est passé, mais le clip. Mais après, pareil, le clip, faut raconter aussi. Le clip, c'est les clips de l'époque. C'est-à-dire que tu donnes rendez-vous aux gens à 14h, t'as un caméraman qui arrive et tu sais pas ce que tu vas faire. Tu vois ce que je veux dire? On va où? On fait quoi? On improvise. Ah tiens, mettez-vous derrière, un truc. Et on a fait un clip de cité, tu vois. T'as 300 mecs derrière moi du début à la fin. Mais c'est ce qu'on voulait, devant le team en bas, dans la cité, machin, les trucs totalement pas préparés. Mais ça se ressent dans le clip, ce côté parfait, à l'arrache. Et puis pour un morceau comme ça, c'était nickel. C'est ce qu'il fallait. C'est exactement ce qu'il fallait. Après, on est passé dans des clips plus sérieux. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un morceau qui tournait en radio. J'aimerais avoir toutes les anecdotes sur ce morceau. J'ai le titre qui s'en va où tu dis après Bergère rajoute jungle. Une époque formidable. Une époque formidable. J'aimerais vraiment que tu me donnes toutes les anecdotes sur ce morceau. Parce que moi, j'adore ce morceau. Je trouve qu'il y a une certaine sincérité dans le texte. Mais surtout,
Et c'est là que je voulais en venir. C'est pour ça que tu as commencé à en parler quand tu disais j'ai pas de morceaux pour la radio. Tout. Ouais. Les couplets, ils sont interminables. Mais de ouf, c'est 40 mesures. 40 mesures. C'est ça, je veux dire. Et à l'époque, on nous prenait beaucoup la tête. Il faut un format radio, 3 minutes 30. C'est ça. Moi, depuis le départ, j'étais hors format. Il est au kilomètre. Et d'ailleurs, Bouno, il a fait du Bouno. Parce que il l'a formaté, mais à l'arrache, tu vois, comme d'hab. Il a découpé. C'est-à-dire, toi, tu connais le morceau original, tu l'écoutes à la radio, tu te dis, putain, il y a pas de refrain ici d'habitude, tu vois, et puis ça te surprend parce que c'est mal fait, tu vois ce que je veux dire, forcément, le morceau, tu l'as pas prévu comme ça, tu vois ce que je veux dire, donc quand tu coupes une phrase, t'envoies un refrain direct dans la foulée, tu sens qu'il y a un truc qui est chelou, tu vois. Mais je découvre le pouvoir de la radio, je me dis quelque part, c'est pas mal. On a des morceaux, ils sont tellement obligés de nous jouer qu'au final, ils retouchent nos propres morceaux, ils font leur propre version, donc c'est-à-dire que nous, on a réussi ce qu'on voulait faire, on s'est pas travesti, on n'a pas fait de trucs chelous, tu vois, c'est eux qui ont adapté un peu la musique à leur radio. Tu te rappelles un peu de l'enregistrement de ce morceau ? Ouais, totalement. Ouais, bien sûr. Ça, c'est un morceau. C'est la conception. Comment tu l'as écrit ? Pourquoi ce morceau, je l'ai écrit déjà, c'est chelou parce que c'est un des morceaux que j'ai mis le plus de temps à écrire de toute ma vie. En fait, je l'ai retapé, réécrit. Je savais pas trop par où commencer. Je savais pas. Tu vois, j'ai commencé à l'écrire en prison ce morceau et je l'ai fini plusieurs mois après. C'est la première fois de ma vie que je mets un morceau en stand-by en fait. Tu vois, où que j'écrivais au fur et à mesure comme ça. C'est quoi ? J'étais persuadé en l'écoutant que tu l'avais écrit en prison. Ah ouais, non, mais ouais, clairement. Ça se ressent, il y a un truc. Je l'ai fini après, parce qu'après, en sortant de Zonprix, des fois, ils t'obligent à aller dans des foyers, des machins, des trucs de travailleurs, etc. Et je l'ai fini dans un foyer comme ça, où en gros, j'avais pas de télé, j'étais obligé de m'y-dormir, je pouvais partir le lendemain matin, mais j'étais obligé de dormir sur place. Pas de télé, t'es surveillé et tout, donc même pas de quoi bédave, rien du tout. Donc mon seul truc, en fait, moi, quand j'étais là-bas, c'était d'écrire. Tu vois, j'arrivais à gratter des instrus, j'avais un petit poste à l'époque que j'avais réussi à faire rentrer avec des CD d'instrus, et j'écrivais, en fait, mes trucs comme ça. Mais ça m'aidait vraiment, parce que la période, elle était relou. J'ai commencé à l'écrire en prison, je l'ai fini en foyer. Et tout ça, là, c'est une espèce de période de 6-8 mois, tu vois. Tout ça. Il m'a fallu là le temps pour le faire. En vrai, cet album, il a un succès, comme tu dis, il termine à 250 000, mais tu l'écris un peu dans une ambiance chaotique, en vrai. Ah ouais, je l'écris sur quasiment 3 ans, en fait, tu vois. Cet album-là, les premiers morceaux, il y a des peines de prison, des trucs, des histoires. C'est pour ça que je te dis chaotique du début à la fin. Ça a archi pas été simple. Il y a des fois où même je me suis dit, t'as vu, même mes gars, ils vont en avoir marre de moi. Tu vois, tout simplement, t'as vu, t'es là, ils se cassent le cul à prendre du studio, à créer quelque chose pour toi, etc. Et toi, tu leur renvoies pas, en fait. Au final, tu continues tes conneries, tu vas au placard, ça les fait chier, ça met des coups d'arrêt à tout le monde, tu vois. Donc j'ai eu vraiment une période où je me suis dit, même eux, ils vont en avoir marre. Mais ouais, c'était chaotique du début à la fin. Donc du coup, les disques d'or. Là, là, ça y est, premier disque d'or, double disque d'or. Après, là, tu sens que là, ça y est, là, t'es arrivé là où tu pensais que jamais de ta vie tu serais, quoi, tu vois. Tu fais une tournée sur cet album ? Sur cet album-là, on fait même pas de tournée personnellement, mais par contre, je fais énormément de dates. Énormément de dates. On commence à bosser avec Bouchta, qui a un vrai réseau, notamment au Bled, en Afrique, etc. Donc, même ça, pour moi, c'est nouveau, tu vois. On me dit, tiens, demain, tu vas en Algérie, après-demain, t'es au Togo. Tu vois, moi, je me dis, c'est ouf, tu vois, on est parti des Ulysses, là, on parle de vraies villes, je vois des... Ça y est, la Chine, t'as atteint la Chine. Ah là, la Chine, on y est, mon gars, on est même plus loin, tu vois, on l'a dépassé. On l'a dépassé, donc là, vraiment, là, tu te dis, ouais, c'est une année de ouf, quoi. La première année, premier album, c'est tu découvres toutes les portes qui s'ouvrent, tout le monde qui veut bosser avec toi, partout où t'arrives, et puis même ça, c'est des trucs, moi, de base, je suis quelqu'un de très réservé, j'étais même plutôt timide quand j'étais jeune, donc d'arriver, de pas être incognito, partout où t'arrives, des émeutes, parce moi j'ai connu ce truc là, tu vois, aujourd'hui c'est calme, mais il y a une époque 2005 2006 ou quoi, je me suis retrouvé dans des rues à faire des émeutes alors que j'avais rien demandé à personne, moi. Juste j'essayais de passer, t'as 2-3 boucs qui te reconnaissent, au final la rue elle est blindée, tu te retrouves à limite être dans la difficulté pour gérer le truc et tout, tu vois, donc tout ça c'était nouveau pour moi, tu vois, il a fallu vraiment que je refasse ma vie autour de ce truc là, quoi. Mais j'ai appris. Comment tu gères ce succès, justement, les mauvais côtés, entre guillemets, mauvais côtés du succès? Mal, franchement mal. Si j'avais pu faire de la musique sans avoir tous ces problèmes-là, sincèrement, je te jure, si tu me dis faut signer ici, je signe tout de suite. Tu vas pas rêver de ça. Non, parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Non, au contraire, moi j'ai toujours fui ça. Tu vois, moi ça m'a amusé 3 mois en fait, pour dire honnêtement, premier album il sort. Je me rappelle, on a sorti le clip Cœur de Pierre. Nabil, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, ta vie, ce sera plus la même. Tu vas voir que... Parce qu'à l'époque, ça rentrait sur M6, ça rentrait sur des chaînes vraiment très générales où t'avais une grosse visibilité. Bien sûr. Et il m'a dit, tu verras qu'à partir d'aujourd'hui, ça va plus être pareil. Et effectivement, ça a plus été pareil. Et c'est vrai que pendant 3 mois, c'est marrant, t'es là, tu vois, tout le monde te reconnaît et tout. Mais je te jure que moi, au bout de 3 mois, j'en avais déjà marre. J'en avais déjà marre parce que je suis quelqu'un de discret de base et que le bordel autour de moi, le tarif, ça crie, ça hurle, les photos, les trucs, trop.
trop star system, trop groupie, trop truc. Moi, ça t'as m'a jamais parlé. Moi, j'aime la musique, mais j'aime pas tous ces côtés-là, en fait. Ok. Et je les ai jamais cherchés. Tous ceux qui ont bossé avec moi, ils te le diront, même à l'époque où on était au top du top, je fuyais, moi, ces trucs-là, tu vois. J'étais pas un mec qui voulait se montrer ou quoi. Plus c'est discret, plus ça me parle, en fait. Ok. Et les bons côtés de ce succès, pour toi, c'était quoi? Tu changes de vie, l'oseille, tu prends des avances de ouf, tu vois. Enfin, ne pas dire ça, ça serait mentir. Non, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut parler des deux. Ta vie, elle change. Tu passes de la vie d'un mec qui a pas eu de sous, qui vendait du pilon, qui était dans la débrouille en permanence, pas de projet, tu peux pas acheter de voiture, tu peux rien faire. Du jour au lendemain, t'as tout, Moi, ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est par exemple de faire plaisir à mes parents. Tu vois, c'était des rêves que j'avais depuis que j'étais gosse, de me dire un jour, je vais arriver, je vais envoyer un chèque de 20 000 à ma mère, elle va rien comprendre. Ouais. Tu vois, des trucs comme ça. Et je l'ai fait. Donc, moi, mon vrai plaisir, c'était ça, en fait. Tout devient possible. Tu peux aider tout le monde, tu vois, et puis tu rentres dans l'associatif, tu fais plaisir à des gamins, tu sens que t'as pris une aura, quoi. Tu vois. Okay. Et comme souvent, le succès, ça amène aussi un autre regard, un regard un peu jaloux, des gens, de la haine et tout ça autour. Est-ce que tu commences à sentir ça? On est au premier album, je l'ai senti dès le premier album. D'ailleurs, le premier album, c'est souvent un album, quand ça marche, je te parle, c'est vraiment un déclic. Parce que on dit souvent, tu sais, les artistes, ils changent et tout. Moi, je peux te jurer que j'ai jamais changé. Mais par contre, j'ai vu, les gens changer autour de moi. Et ça, c'est une réalité. On te parle comme un millionnaire maintenant, tu vois. Ouais. Tout devient possible pour toi. J'ai des anecdotes de ouf, tu vois. Un jour, je suis avec des potes à moi, on va manger un queue-gris, un truc... je paye pour tout le monde, tu vois, mais bon, on était 3-4, il y a 3-4 euros de monnaie à récupérer, je récupère la monnaie. Mon pote, il me dit, tu récupères la monnaie, genre, je suis un crevard, tu vois. Je lui dis, mais t'es un niqué, toi, quoi. C'est ton argent, frère. Je dis, donc là, maintenant, quand on gagne de l'argent, on laisse à tout le monde, en fait. Il y a plus de, tiens, il y a 100 euros à récupérer, je les laisse, en fait. Je dis, mais t'es un niqué, tu vois. Mais c'est des petits détails qui font que, moi, ça a été beaucoup pour moi, en fait, parce que je me suis dit, même tes potes, ils te voient plus pareil. Tu vois ce que je veux dire? Même tes propres potes, tu sens que t'as un regard différent. T'as des mecs qui commencent à t'appeler pour investir dans des trucs, des machins. Tu sens qu'il y a un côté très, très négatif à tout ça, parce que tout le monde veut gratter, en fait. Tout le monde veut essayer de gratter soit de l'oseille, soit des meufs, soit juste d'être dans le délire avec vous en tournée. On faisait beaucoup de showcase. Donc, moi, j'avais des potes à moi, ils avaient les yeux qui brillaient. Tu sais comment c'est les showcase? T'arrives, le mec, il arrive, bam, des bouteilles. Tu rentres direct, t'as les videurs qui poussent tout le monde. C'est l'inverse de la vie qu'on a eu avant. On rentrait pas, on n'avait pas de Zeyo, on n'avait même pas de quoi acheter une table le peu de fois où on rentrait. Et là, au final, t'arrives, c'est les videurs qui poussent tout le monde, carré vide, bouteilles sur la table, tout ça. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'envieux. Tu vois, t'as beaucoup de gens qui se rapprochent. Et là, ça devient compliqué à gérer, quoi. Le succès, ça peut rendre parano. Ah, mais moi, ça m'a rendu parano. Voilà, comment tu gères après? Comment tu sais que lui, c'est mon vrai pote, lui, c'est... Après, tu te renfermes. T'as une tendance à te renfermer. Et puis moi, je suis toujours parti du délire de me dire, si les gens ils m'aiment vraiment, je le saurai à un moment. Tu vois ce que je veux dire? Il va y avoir un retour vers moi, on va s'intéresser à moi, on va me demander ne serait-ce que comment je vais, etc. Tu vois. Et le problème du succès, je sais pas si c'est un problème ou un avantage, c'est que ça trie, mais direct. C'est-à-dire gros succès, le lendemain, t'as un tri qui est fait dans ta vie automatique. Mais le lendemain, c'est fait. Tu vas savoir qui sont les fils de pute, tu vas savoir qui sont les bonnes personnes. Et très souvent, sur les 200 personnes que tu connaissais, t'en retiens 5. Tu dis, au final, eux, c'est les meilleurs. Ils te demandent rien, ils s'en battent les couilles, ils sont contents pour toi. Des vrais frérots, on en a tous. Tout comme on est tous entourés de mythos, tu vois. Moi, ça, c'est ma théorie. Je pense qu'on est tous entourés de mythos. Mais je pense qu'il y a des déclics dans la vie qui font que tu le sais ou tu le sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Demain, toi, tu gagnes au loto, tu t'achètes une voiture, tu prends une machin, tu vas voir des gens changer autour de toi. Et quand t'as un succès musical comme ça, moi, c'est quelque chose que j'ai très, très mal vécu. Parce que dans ma ville, ça commençait à mal parler, parce que je commençais à entendre des trucs. Il y avait un truc que moi, j'appelais le calcul ulyssien. Tu vois, c'est les mecs, en fait, ils se disent, t'as vendu 250 000 albums, l'album, il vaut 15, et ben 250 x 15, c'est pour toi. Dans ta poche, le mec, il est plâtré. Ah, c'est pas que ulyssien, ça. Tu vois, mais tu vois, c'est ouf. Ce calcul, il est ouf. Tu vois, les mecs, le nombre de ventes fois le prix de l'album. Tout est à toi. Il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de maison de disques, il n'y a pas de... Et du coup, les mecs, ils me regardaient en 3D, tu vois. À la sortie du premier album, ils croyaient qu'on avait pris 3-4 millions sur un album déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, après, ça crée des histoires, tu vois. T'as des gens qui parlent mal, t'as des gens qui te déçoivent. Et cette période, elle est vraiment dure à gérer. Et tous les artistes passent par là, tous ceux qui réussissent, tous ceux ça marche, t'es obligé de vivre ce truc-là un moment, et après un moment ça se régule, tu vois. Après t'arrives à une phase où bon, ça y est, tout le monde a encaissé chez toi, tout le monde a digéré, même toi tu l'as digéré, et le truc il commence à se mettre en place avec les bonnes personnes entre guillemets. Mais tu te rends compte que comparé à 2 années auparavant, il y a 150 personnes qui ont sauté dans ta life du jour au lendemain, tu vois. Ça c'est pas facile. Sur ce premier album, il y a le morceau avec Diams, il est sur le premier album. Le même sang, Voilà, il y a le même sang, et il me semble que déjà à ce moment-là, il y a des rumeurs d'album entre vous deux. Voilà. C'était des rumeurs fondées?
Ouais, ouais, carrément, parce qu'on a failli le faire, cet album. Cet album, on l'a attaqué en 2007. Qu'est-ce qui a empêché, en fait? Les maisons de Scud, en fait. L'équipe de Diams, maintenant je peux le dire, parce qu'il y a prescription, et qu'à l'époque, j'ai voulu protéger un peu tout le monde, etc. On a mis ça sur le dos des maisons de Scud. En fait, la réalité, c'est que son producteur voulait pas qu'on fasse cet album, tout simplement. Et pourquoi? Parce que elle sortait d'albums à 1 300 000 et nous, on n'était que à 300 000. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ils avaient vraiment l'impression que c'était elle qui nous rendait service. Et ils n'avaient pas capté que ce projet, c'était un projet humain, en fait. Nous, on parlait de ça. Moi, j'étais au placard à 19 ans. Elle m'écrivait déjà ouais, un jour, on fera un projet. Tu sais, des petits rêves de gosse comme ça. Mais c'était un projet, on en parlait avant d'être en maison de disques tous les deux. Avant même d'être connus, on se parlait déjà de ce truc-là. C'était un truc qui nous tenait à cœur. Et eux, et après, comme entre-temps, on est rentré dans le business, les chiffres, les machins et tout, c'est là où je me suis dit, en vrai de vrai, il y a une réalité dans ce truc-là. C'est que le business, ça sera toujours plus fort que quoi que ce soit. L'amitié ou ceci, cela. Les deux artistes voulaient le faire. On avait même commencé, pour te dire. On avait 7-8 morceaux déjà. Et après, un jour, on a vu son producteur arriver au studio. Ça a failli partir en couille de ouf. Mais vraiment, quand je te dis ça a failli partir en couille, ça a failli partir en couille. Il est venu, il nous a pris pour des petits. On lui a dit ses 4 vérités. Et puis après, de là, t'as vu, fin, quoi. Tu vois, le mec, il a bloqué le projet, en fait, tout simplement. Dommage. Grave. Triste. Ouais, de ouf. Mais les morceaux, tu les as toujours? En fait, les morceaux, après, moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, je les ai récupérés. Tu vois, parce qu'en plus, pour cet album-là, ils sont sortis depuis. T'as vu, moi, je les ai récupérés dans l'album Le Toit du Monde. Un morceau comme De tout là-haut, que j'ai fait avec Kaina Samet, c'était un morceau qui devait être à l'époque avec Diams. Ce thème-là, c'est moi qui l'avais choisi. Quand tu dis ils sont sortis, c'est sans elle. Ouais, sans elle. Après, parce qu'en fait, on avait des maquettes, des ébauches, des trucs ou quoi. Mais moi, je suis un mec, j'aime pas jeter. Je me suis fait chier à travailler la moitié d'un album. Tu me dis que l'album, c'est mort, je vais pas tout jeter. Il y a des bêtes de thèmes, j'avais écrit des couplets de ouf. Moi, j'ai tout récupéré. De tout là-haut, De tout là-haut, à la base, c'était un des premiers. D'ailleurs, c'était un des premiers morceaux qu'on avait écrit pour notre album, entre guillemets. C'était un de nos premiers thèmes. Et elle aussi a raconté le truc, genre elle est morte, elle voit. D'ailleurs, tu parles d'elle dans le couplet. C'est pour ça. C'est pour ça. Tu vois, parce qu'à la base, c'était censé être. Après, moi, j'ai récupéré le truc. Tu vois, je me suis dit, j'ai perdu 6 mois de ma vie, je vais pas non plus repartir de zéro ou quoi. Et tous ces thèmes-là, en fait, c'est moi qui les avais ramenés. Tu vois, les premiers thèmes, les premières idées de cet album, les thèmes, les sons, les machins, c'est moi qui avais ramené. Donc j'ai tout récupéré, tu vois. Ok. Bon. Ça malheureusement, le truc qui arrive, c'est le business. Ouais, c'est le business, c'est comme ça. Avec tout ce qu'il y a dans ta tête, ça veut dire les belles choses, mais aussi les mauvaises choses qui sont liées au succès de ton premier album. Tu dois bosser sur le deuxième album. Et cette fois-ci, t'as attendu. Parce qu'il y a eu un gros succès sur le premier. Dans quel état d'esprit t'es? Le même que le premier, sauf que là, en fait, moi, je kiffe parce qu'on a plus de moyens. On a le studio de Warner à disposition. Je peux travailler avec qui j'ai envie en termes de beatmaker, pour la réalisation, pour le truc. Donc, en vrai, cet album, ce deuxième album, il s'est fait super rapidement. Tu vois, on l'a fait en 6-7 mois. Il devait être plié totalement, l'album. Et après, je te dis, j'avais récupéré des idées de l'album avec Diams, etc. Donc, j'avais déjà une base pour commencer à bosser cet album, en fait, tu vois. Mais on sait, effectivement, que l'album, il est attendu. Là, il n'y a plus de surprise. Il n'y a plus d'effets de surprise, de t'es jeune, machin et tout. Là, on sent qu'on est archi attendu. Et du coup, là, faut pas se rater, quoi. Ok. L'album sort. Ouais, sans froid. Comme tu l'as dit... Dès la première semaine, cette fois-ci, c'est gros carton. Ouais, parce qu'il n'y a plus l'effet de surprise. Là, t'es attendu. Donc, forcément, la première semaine, ça y va. Tu vois, on fait 46 000, je crois, la première semaine, 22 000 la deuxième. C'est-à-dire, en deux semaines, on était déjà quasiment pas loin de 80 000. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le disque d'or, il est à 100 000 ou il est descendu à 75? À ce moment-là, je crois qu'il est à 75. 75, ok. Il est plus à 100, mais il est pas encore à 50. Il est à 75. Donc, on fait disque d'or en gros en 2 semaines. Un vrai disque d'or en plus. Physique, machin et tout, CD et tout. Donc cet album, c'est une réussite, quoi. D'ailleurs, à ce jour, c'est mon album qui a le mieux marché, quoi. T'en as vendu combien au final? Celui-là, on a fait disque de platine de l'époque, je crois, et je crois que c'était 300 000 ou un truc comme ça. Tu vois, donc, j'ai jamais atteint ce niveau-là après, par la suite. Ok. Lourd. Donc je me souviens là, à ce moment-là, t'as des clips. Le clip avec Vita, vous l'avez tourné où? On l'a tourné au Canada. À Montréal. Ça y est, vous partez à l'étranger. Ça y est, tu vois, c'est là. Même moi, je sens que, tu vois, tous ces trucs-là, ça peut paraître normal, mais pour moi, ça l'est pas. On me dit, tu vas tourner au Canada, tout ça. Moi, mes clips avant, c'était en bas de ma rue. Au pire, la ville d'à côté, tu vois ce que je veux dire. Mais on faisait même pas 10 km pour aller tourner des clips. Là, on me dit, tu vas tourner au Canada, tout ça, avec puis des équipes de ouf, en plus, des boîtes. T'arrives, t'as des camions de matériel, de trucs. Tu te dis, tout ça, c'est pour moi, quoi, en fait. C'est juste pour mon clip de moi, petit rappeur à la con, là. Ils ont ramené tous ces gens-là. Donc, ouais, c'est un autre monde, là. Tu sens que t'es dans un autre monde. Tu confirmes. Donc, le succès du premier album, tu confirmes avec le deuxième. Il marche même encore mieux. À ce moment-là,
Si tu me stops si c'est pas à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que il y a le fameux morceau de Booba qui sort où il dit les négros sont dépassés par Boko Haram, c'est cynique. C'est cet album-là ou celui d'après? Bah en fait, c'est après cet album-là. Voilà, ouais, c'est ça. Donc c'est ça. C'est après cet album-là, ouais. Voilà. Lui, en gros, fin 2006, il commence à attaquer. Voilà. Fin 2006, il commence à attaquer. Donc on a tout entendu sur ce clash, tout ça. Moi, je suis même pas là pour ressortir. Je crois qu'il y a assez de choses sur Internet si on veut savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que donc il fait ce morceau. Toi, tu réponds avec le morceau L'homme à abattre, où tu fais un couplet sur lui. Ouais. Lui, il vient avec carton rose, ok. Ouais. Parce que toi, à la fin de L'homme à abattre, t'as annoncé. Voilà. Ouais. Et on dit carton rouge. T'annonces un carton rouge, c'est ça, au cas où. C'est la plus grosse erreur qu'on a fait d'ailleurs dans ce clash. Ma question, elle arrive sur ça, en fait. Donc, lui, il fait sa réponse. Et toi, derrière, tu réponds pas. Parce que tu estimes qu'il n'y a pas besoin. C'est pour ça que je te dis, en fait, dans la com, on s'est trompé. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on a facilement reconnu. La plus grosse erreur dans ce clash, en fait, c'est juste d'avoir dit tant que tu parles, je réponds. Parce qu'en fait, nous, le seul truc qu'on n'avait pas prévu, on savait qu'il allait répondre, même s'il disait à tout le monde à l'époque, je m'en bats les couilles, je calcule pas. 2 semaines après, il a fait son morceau, donc ça l'a piqué, tu vois ce que je veux dire. Mais le seul truc vraiment que j'avais pas prévu, c'est que la réponse serait aussi claquée, en fait. Et au final, on s'est retrouvé dans une espèce d'impasse à se dire putain, on a dit tant qu'il parle, il répond, il vient de répondre, mais c'est claqué ce qu'il a fait, tu vois. Et en fait, après, c'est le plus gros dilemme de toute ma carrière, en fait. Je vais pas te mentir, c'est la fois où on s'est le plus pris la tête. Un coup c'est oui, un coup c'est non. On fait quoi? On l'allume, on le termine, on rajoute de l'huile sur le feu, on essaye de faire les mecs intelligents et de pas entre guillemets enfermer notre carrière là-dedans, tu vois. Et on a fait le choix, en gros, de laisser les morceaux aux gens. Il y a un morceau chacun, faites-vous votre avis, etc. Mais il y a une erreur de com où si les gens attendaient une réponse, t'as dit. Parce qu'en fait, on a dit tant que tu parles, on répond. Et il a répondu. Mais le truc, c'est que moi, tu me dis, tu cours vite comme Thierry Henry, ton flow, il sent la vanille. Tu vois, moi, je viens des écoles de battle où les mecs, ils écrivent des couplets 6 mois à l'avance sur toi. C'est-à-dire, jusqu'à ils connaissent le prénom de tes enfants. Jusqu'à ils connaissent des trucs de ouf, le prénom de ton daron, la marque de voiture à ton daron. Tu vois, ça va loin dans le dossier. Donc moi, quand tu viens, tu m'attaques, tu me dis, tu cours vite comme Thierry Henry. En fait, moi, j'ai senti que cette réponse, il l'avait fait pour faire plaisir à son entourage. Tu vois ce que je veux dire? Et pour sauver un peu la face. Mais après, si t'es honnête, si t'es objectif, si t'aimes le clash, si ceci, cela, jamais de ta vie tu peux me dire ce morceau il est ouf, ou et moi ça m'a même pas effleuré, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout un truc qui m'a fait mal, ou je me suis juste dit, en fait, je m'attendais à mieux. Maintenant on est comme des cons, parce qu'on fait quoi? On lui répond, on fait quoi? Et on a fait le choix, entre guillemets, de pas s'enfermer là-dedans. Ok. Tu sens à ce moment-là, mais vraiment ce moment précis, que c'est une erreur de pas répondre? Non, je te dis sincèrement, je pense que, encore aujourd'hui, avec même ce qui s'est passé avec d'autres artistes, si tu regardes bien, quelque part, on a été un peu visionnaire, parce qu'on a vite compris, en fait, que notre carrière, elle allait tourner autour de ça. Et on voulait pas qu'avec tout ce qu'on ait fait, etc., qu'on résume ma carrière à 2 morceaux pour un mec qui, au départ, est venu nous casser les couilles. Tu vois, nous, on lui a jamais cassé les couilles. On a toujours respecté qui que ce soit dans le rap. J'ai croisé tout le rap français, toutes les familles du rap, tout le monde. Il y en a qu'un seul qui est venu casser les couilles, c'est lui, tu vois. Donc, et puis quand t'aimes un peu le battle comme moi, etc., c'est une cible facile, tu vois ce que je veux dire. Et encore, j'y étais gentil. J'aurais pu être beaucoup plus tranchant, dire des trucs beaucoup plus cruels, etc. J'ai voulu faire un clash, entre guillemets, propre. Il a sorti son morceau. À un moment, je me suis dit, t'as vu, vas-y, si on répond, qu'est-ce qui va se passer? Il va répondre. Et après, on fait quoi? Au final, on fait quoi? Tu vois, c'était une période qui était relou parce que... Mais donc, t'as pas enregistré de réponse à ça? En fait, si, j'avais enregistré le carton rouge, d'ailleurs, je l'avais enregistré, mais on s'est dit, on fait quoi? On le sort pas, on en fait quoi? En fait, le morceau, il était tellement vénère, mais vraiment, il était tellement sale, tellement lourd, tellement méchant en clash, qu'on s'est dit, là, gros, on franchit, là, c'est plus, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça va déclencher une guerre, mais mondiale. Parce que t'as les artistes. T'as les entourages, t'as les maisons de skate, t'as des mecs que tu connais pas. Du jour au lendemain, tu peux te prendre un coup de chlasse dans la rue par un mec inconnu, un fan, un truc, tu vois. Et moi, à cette époque-là, c'était vraiment une période de parano, quoi. Tu vois, on m'a dit, sors calibré, frère. Pendant un an, j'ai marché, j'avais un calibre sur moi, tous les jours, parce que je me disais, je peux me faire allumer n'importe où, par n'importe qui, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, les années rap, c'est pas les années où t'es le plus heureux, au final. Tu vois, les années gros succès et tout, c'est des années de parano. Tu sors, t'es calibré, un mec qui te mate chelou au coin de la rue, tu deviens parano, tu dis, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il me piste, il veut savoir où j'habite, tu deviens ouf, en fait. T'as un espèce de climat comme ça qui est détestable, tu vois. Et le clash, c'est le summum de ce climat-là. Tu vois, donc nous, on s'est dit, vas-y, on va faire d'autres choses dans notre vie, les gens, ils vont zapper. Et sincèrement, je pensais pas que 13-14 ans après, on m'en parlerait encore, quoi. Vraiment, je pensais que ça allait durer 1 ou 2 ans. Du coup, le temps passe, et au final, avec le recul, est-ce que tu te dis pas que t'aurais dû répondre?
et que ça aurait Non, changé peut-être sincèrement, des non. choses? Vraiment, non. Non? Vraiment, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Avec le recul, le seul truc que je regrette, c'est d'avoir dit dans le morceau, tant que tu parles, on Voilà, répond. ok. C'est la seule erreur pour moi qu'on a fait, parce Ok. qu'elle impliquait que tant qu'il parlerait, on répondrait. Et il a parlé. Et après, je te dis, t'écoutes le morceau, c'est décevant, c'est pas réellement du clash, tu vois. Tu sens que c'est un truc qu'il a écrit vraiment à la va-vite pour répondre un peu à ceux qui lui disaient ouais gros t'as vu il abuse, comment ça, ce Babtou il vient il te clash machin. Tu sais, je sais comment c'est dans les équipes, je sais comment c'est dans les entourages, je sais ce que les mecs ils se disent pour se monter le cerveau entre eux, tu vois. Donc il a cédé à ce truc là. Après voilà, encore une fois, hein, il y a 2 morceaux, faites votre avis, hein, Ok. Mais toi, pour clôturer vraiment sur ça, parce que même moi ça me gêne, hein, Booba c'est quelqu'un que je connais et tout. Quand il y a 2 personnes que j'aime bien qui se clashent, tout ça, moi ça me gêne. Quand le premier morceau où il dit les négros sont déclassés par Pokora Diam, c'est cynique, t'es étonné? Parce que il y a une histoire avant ça. Il y a rien du tout, voilà. en fait. Il y a rien du tout. Enfin, c'est même plus que ça. C'est que j'ai appris par la suite qu'à cette époque-là, il voulait nous signer. Tu vois, et il a peut-être dû avoir des retours comme quoi, en gros, c'était mort, etc. Okay. Et puis, tu sais, lui, c'est un mec, il est vachement dans la compétition. Quand il voit que moi, je sors un album, je fais 300 000. Lui, à l'époque, il sortait des albums, il faisait 180, 150, 200 000 maximum. Tu vois, on lui met minimum 100 000 dans la gueule à chaque album, depuis 2 albums. Tu le connais, tu vois, je veux dire, son personnage aujourd'hui, j'apprends rien à personne. C'est un mec qui est dans la compète. À chaque fois, si t'es pas dans ton équipe, dans son équipe, et que t'es fort et que tu représentes quelque chose, il va venir te casser les couilles à un moment ou à un autre. C'est un mec qui a un gros problème avec le succès des autres, qui pense que le succès, lui, est réservé à vie, et les autres, ils ont pas le droit de briller, ils ont pas le droit de faire ceci, ils ont pas le droit de faire cela. Donc, à un moment, je comprends qu'il commence à casser les couilles. Et surtout, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est même pas la phrase Pokora Jam, c'est tout, parce que moi, cette phrase, elle me valorise plus qu'autre chose. C'est que, à cette époque-là, et c'est ça que les gens ont oublié, qui m'a plutôt vénère par la suite, c'est qu'en fait, dans chaque média où il est, il parle de moi. Tu vois, il cherche vraiment, il sait il va y avoir confrontation. À un moment, tu peux pas faire autrement. Et la goutte d'eau, c'est la méthode Koé, que je regarde un soir comme ça, un jeudi soir, je suis à la Zomé. Grosse émission, tu vois, à l'époque, ça fait du 6-7 millions de téléspectateurs. Et il lui pose une question sur corps, il embraye sur moi direct, tu vois. Ouais, mais je sais que même Cynic, il a écrit, je m'en bats les couilles, machin, il commence à... Et là, c'était la goutte d'eau. J'ai dit, tu sais quoi, il est ouf, lui. Vas-y, à un moment, bim, les Fontaine, ils sonnent, tu connais, dans la foulée, il était minuit, hein, au moment où il est passé à Koé. Minuit, tout le monde regardait quand même, hein. Gros. Et à un moment, t'as vu, c'est même pas qu'on m'a monté la tête, c'est que je me suis dit, tu sais quoi, faut l'arrêter, faut qu'il s'arrête. Il parlait trop mal, il commençait à aller dans les trucs un peu perso, les machins. Frère, tu cherches la merde, tu la trouves. C'est humain, les gars, c'est humain. Le clash, c'est ça, c'est le rap, c'est le hip-hop, tout ça. Enfin, lui, comme les autres, tu vois, moi, j'ai toujours été quelqu'un de respectueux. Surtout des mecs qui étaient là avant moi. Parce que c'est des mecs, je les ai écoutés. Et si tu regardes bien, même dans mes interviews et tout, j'ai jamais été dans le délire, ah, Booba, ça a toujours été de la merde. Moi, contrairement à lui, j'ai une certaine objectivité, je suis quelqu'un d'honnête. Et j'ai réussi à dire que ce qu'il avait fait, ces années lunatiques, tout ça, c'était des années de ouf, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, t'as changé, frérot. Tu viens, t'as du mal avec le succès des autres, tu casses les couilles à tout le monde. Encore aujourd'hui, t'es un peu dans ce délire-là. Donc, en fait, je pense qu'on était juste les premiers d'une très très longue série, tu vois. Parce qu'après, ce qui s'est passé avec nous, il l'a fait avec tous ceux qui ont marché au final, tu vois. Et encore aujourd'hui, tu vois, il s'en prend à des Gims, des mecs comme ça. C'est un mec qui a du mal avec le succès des autres. Voilà. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du 3e album. Qui a encore un gros succès. Ouais. Gros succès, mais je vais pas te mentir, je sens que déjà ça commence à chuter un peu. Ok. Tu vois ? Parce que déjà les chiffres ça ment pas. Premier album 250, deuxième 300, celui-là 180. Ok. Donc déjà il manque 100 000 personnes à peu près, tu vois ce que je veux dire ? Et moi qui suis vachement là-dedans, tout ça, ça commence à m'alerter, tu vois. Je me dis, on a fait un gros album, il y a un feat avec James Blunt. C'est ça que j'allais dire, t'arrives avec un premier single avec James Blunt. Ah ouais, donc on met le paquet en termes de promo, on a du taratata, on a des grosses émissions vraiment... Mais est-ce qu'on t'attendait là finalement, avec le recul ? Je pense pas en fait. Je pense qu'après à un moment on s'est enfermé dans notre propre truc et soit fallait se renouveler totalement, soit fallait essayer de faire quelque chose d'autre, tu vois. Mais la recette elle a arrêté de surprendre les gens en fait, tu vois ce que je veux dire ? Et à un moment c'est presque humain en fait, c'est comme beaucoup d'artistes, tu vois ce que je veux dire, il y a l'usure, il y a le fait que tous tes albums ils marchent, on voit ta gueule partout, et puis tu sais il y avait le côté aussi avec Jams, tu vois, tout le temps Jams, Cynic et Jams elle était omniprésente à une époque, même moi à une époque ça me saoulait de la voir, et je lui avais dit, tu vois ce que je veux dire, donc même moi, donc tu donnes l'image de quelqu'un qui marche de ouf et qui est tout le temps là, et du coup à un moment t'as une espèce de lassitude des gens, ça c'est humain, qui est humaine en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est l'heure de se renouveler. C'est ça, troisième album. Le premier, t'es inconnu, effet de surprise. Le deuxième, tout le monde t'a vu, machin, t'es attendu de ouf, tu confirmes, etc. Troisième, déjà, faut se renouveler, faut réinventer, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois, et on le sent. Donc ça marche, 28 000 la première semaine, c'est bien, très très bien, mais on sent que déjà, on est en dessous de ce qu'on faisait sur l'album d'avant, tu vois. Donc il y a déjà des petits signes qui alertent. Ok.
on va accélérer, on va aller jusqu'à l'album Ballon d'Or. Ouais. Et c'est celui d'après. Hein. Voilà. Et en fait, il y a eu un épisode qui a eu lieu beaucoup plus tôt dans ta carrière, où tu te retrouves à la radio et où il y a Kizito, un mec qui a fait Dégaine ton style. Ouais, qui a fait Dégaine ton style. Voilà, qui vient, un espèce de guet-apens qui vient à la radio. Avec Thémis. Et voilà, et il te clash et tu lui réponds. Ça fait un beau battle au final. Ouais. Mais enfin, battle teutré, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais t'étais prêt. Moi, c'est ça qui m'a choqué. Moi, je dis, attends, j'avais un couplet. Je me dis, moi, ça m'arrive, je suis pas prêt, moi. Ouais, encore heureux que j'avais un petit truc sous la main. Mais tu vois, c'est pas, si j'avais su, j'aurais fait un autre truc. Ouais, mais au final, voilà, le truc, elle était enregistrée. Moi, il est arrivé jusqu'à mes oreilles et tout. Et je me disais, putain, le mec, il est prêt quand même. Tu vois, je t'ai pas fait démonter. Non, mais parce qu'à l'époque, en fait, je traînais derrière moi cette image de clasher et tout. Et ça m'est arrivé des dizaines de fois de fin de concert, trucs dans les maisons pour tous, les trucs. T'as toujours un mec qui veut s'inventer une vie de je te défie. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, en fait, j'avais toujours l'habitude d'avoir un petit couplet sous la main. Voilà. J'écrivais toujours en permanence pour ce genre de truc-là, tu vois. Et j'ai bien fait la preuve, tu vois. Parce que ça, c'est vraiment teutré. Hein. C'est je te reçois en mode promo, t'es le meilleur, ceci, cela. C'était un vrai guet-apens cette émission, un vrai guet-apens radiophonique. D'ailleurs, elle a sauté depuis, elle a été bannie quasiment de tout. Nous, on nous a offert une campagne de pub à l'œil par génération et tout. C'est ça a été aussi loin que ça c'est derrière. parti super loin, mon gars. C'est parti super loin. Parce qu'en fait, moi, sur le coup, si tu veux, quand je suis dans l'émission, je me rends pas vraiment compte de ce qui se passe. Je suis concentré, mais je me dis juste, elle m'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis juste, c'est une meuf, elle t'invite, mais en vrai, elle est pas fan de Watt, donc elle est un peu dans je te titille. Même le coup de Kizito, je le vois pas venir, en fait, ce truc-là, tu vois, je le vois pas venir. Et c'est après, à la fin de l'émission, quand elle me dit, tu viens au bateau phare, on lui a dit, tu sais quoi, nique ta mère avec ton bateau phare. Là, on a pris conscience du truc, en fait. On lui a dit, mais elle est ouf, elle, en fait. Et après, c'est parti super loin, Les patrons de génération qui nous appellent, on leur dit, comment ça, vous invitez des gens, vous leur faites des guet-apens, c'est quoi votre délire? Vous êtes une radio hip-hop, machin. C'est parti super loin. Le mec, il nous a offert campagne de pub. Il y a eu des compensations, derrière tout ça parce que tu vois, tu m'apprends ça. Tu peux pas faire ce genre de choses, même si t'aimes pas le mec, tu vois ce que tu peux pas dire on va prendre un auditeur à la radio alors que le mec tu sais c'est qui, en plus c'est un vrai guet-apens, j'aurais pu ne pas être prêt, j'aurais pu m'afficher, tu vois ce que je veux dire, j'aurais pu ne pas répondre, j'aurais pu l'insulter, tu vois, ça te fait sortir de toi alors que toi t'es juste venu faire ta promo, t'as rien demandé à personne. Donc ça j'ai trouvé que c'était vraiment un truc de fils de pute. Voilà. Et dans les couplets, un des couplets de Kizito, où il t'attaque, il fait ce fameux 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as le même flow depuis je sais plus quelle date, il dit. Et, bref, c'est un clash, tout ça, mais moi, quand Ballon d'Or sort et que tu sors le premier single, je me rappelle plus du titre du premier single, moi, j'ai l'impression que tu réponds à ça, en fait. Tu changes de flow. Ouais. Même pas, en fait. C'était une évolution. À un moment, c'est juste qu'à un moment, tout seul, tu vois, j'ai eu d'autres envies, d'autres délires. Tu penses bien que j'ai pas attendu un mec comme Kizito pour changer de truc ou quoi. Dans une carrière, je pense que t'as ton délire, c'est-à-dire le truc dans lequel t'es le plus à l'aise. Et après, tu vas expérimenter d'autres trucs. Il y a eu d'autres instrus, d'autres formes d'instrus qui sont arrivées, d'autres artistes aussi. Le chant est rentré en compte, tu vois. À l'époque, il y avait pas trop de refrains chantés. Aujourd'hui, t'as que ça. La musique, elle a évolué. Donc forcément, j'ai évolué. Même encore aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, j'arrive à poser sur des sons trap et tout. C'est des trucs, pour moi, tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je te jure, j'aurais même pas réussi à trouver mon chemin sur l'instru. Tu vois ce que je veux dire? Tellement c'était l'inverse de ce que je faisais. Donc, on a évolué, on a essayé aussi de ramener d'autres trucs. Et puis, j'ai eu des galères aussi, tu vois, des galères qui font que t'as des déclics artistiques, tu vois. Je sais pas si ça t'arrive des fois. T'as une grosse galère, machin et tout. Ça change ta manière d'écrire, ça change sur le morceau d'après, tu vas pas faire la même chose. Tu vois, c'est une évolution, en fait. Et on écrit toute la journée. Donc, forcément, le style, il évolue. Mais croire qu'on a eu besoin de lui pour changer de flow. Moi, mon flow, c'est ma marque de fabrique. Les gens, ils venaient me voir pour ça, d'ailleurs. Après, quand je dis lui, en fait, c'est que, en disant ça, il a mis ça aussi dans la tête de certaines personnes, je parle du public. Bien sûr. Et que ça arrive que des gens disent, ouais, mais Cynic, il a tout le temps le même flow. Mais ces gens-là, c'est des mythos, tu vois, c'est des gros mythos. Et je vais te dire pourquoi. Parce que ils parlent, mais c'est bien beau de parler. Mais à un moment, moi, je peux te sortir voilà les morceaux que j'ai fait, même à l'époque, et viens me dire que c'est le même flow que d'habitude. Tu vois, que c'est juste que vous l'avez pas capté, en fait, le truc. J'ai fait des morceaux avec Sopra en 2009 déjà. 2009, morceaux chantés, machin, flow super rapide, etc. J'ai fait un morceau qui s'appelle Nuit Blanche. J'ai fait un morceau qui s'appelle Insolent. Tout ça, je vous invite à les écouter. Dites-moi à quel moment c'est mon flow. On a évolué, on a essayé de faire d'autres trucs. En sachant que c'était pas ce pourquoi les gens ils venaient chez moi, mais j'aimais bien montrer aux gens qu'on savait faire d'autres trucs aussi, tu vois. C'est là que je veux venir. Au final, moi, je suis un grand fan de Snoop, par exemple. Moi, j'aime Snoop pour ce qu'il fait. Et si un jour, il fait autre chose, la question, elle se pose, est-ce que je vais le suivre? Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et Snoop, c'est quelqu'un qui a il tentait plein de trucs et tout, machin, et j'ai pas tout suivi. Tu vois, à un moment, t'aimes un artiste pour
un certain style, un certain flow et trucs, machin. Et je me dis, est-ce que au moment de Ballon d'Or, où tu changes, hein, est-ce que finalement, ton public se dit, mais nous, on veut cynique d'avant. C'est ça, en fait. Moi, j'ai été enfermé dans une case où, au bout du 2e album, on a commencé à me dire, ouais, faut changer de délire. Je sais pas pourquoi. Je suis un des seuls artistes où... Dès le 2e album, on t'a dit ça? Ouais, dès le 2e. Ouais, il rappe tout le temps de la même manière, machin. Alors qu'en vrai, j'avais mon univers. Quand j'écoute des mecs encore aujourd'hui, je me dis, mais le mec, il rappe tout le temps de la même manière. Oui, mais c'est pour ça qu'on aime les artistes. Univers. Bien sûr. C'est son truc. Mais je sais pas pourquoi, à moi, et c'est peut-être en partie à cause des clashs et à cause des cons comme Kizito et des mecs comme ça, mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit, ouais, tu changes pas de flow. Et quand j'ai changé de flow, personne l'a remarqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment ou un autre, moi, je me suis dit, mais vas-y, travailler pour ces mecs-là, en vrai de vrai, ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire. Donc, l'erreur sur Ballon d'Or, c'est peut-être d'avoir voulu faire plaisir à des gens qui, quoi qu'il arrive, ne seraient pas venus vers toi. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? De faire plaisir à des gens qui t'aiment pas, en fait, au final. Donc, vaut mieux rester avec son public, son délire, quitte à crever dans ses convictions, que d'essayer de faire plaisir à des gens qui, déjà, de base, sont réfractaires à ton délire et ils viendront pas. Tu vois? Et c'est là où on s'est un peu perdu sur cet album-là. C'est que on était arrivé dans une phase où on venait de faire 3 albums, rap français, ça kick, machin, mon flow, mon délire et tout. Fallait quand même apporter quelque chose de nouveau. Et c'est là où on s'est planté, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Le virage, il a mal été pris. Tu vois? On a fait un tout droit, on est parti dans le ravin direct. Et j'ai l'impression que le public t'a reproché cette erreur dans le sens... Aujourd'hui, on a un public qui s'intéresse vachement aux chiffres. C'était pas comme ça les années 90. De ouf. C'est dans les années 90, on se rappelle de la première semaine de personne. Encore, même rappelle-toi un truc, dans ces années-là, il y a que les maisons de scud qui avaient les vrais chiffres. Le grand public n'avait pas accès aux chiffres de vente, ceci, cela, etc. Il fallait être dans la musique, dans les Fnac, dans les trucs pour savoir ça. Aujourd'hui, avec Internet, tu sais, les chiffres, le lendemain, les 3 premiers jours, midweek, les gens sont au courant de combien tu vends et tout, voilà. Et du coup, le public s'intéresse beaucoup aux chiffres et j'ai l'impression que de voir que Ballon d'Or pas marché, on dirait qu'ils te l'ont reproché. Direct. Mais à toi plus que d'autres, j'ai l'impression. Si ça peut arriver. Vraiment, c'est pas pour jouer 3 albums qui marchent. Mais c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, le seul regret, entre guillemets, de ma carrière, c'est même pas que ça ait moins marché. Parce que ça, j'étais préparé. Il faudrait être fou pour se dire, je vais faire que des albums qui marchent. À un moment ou un autre, faut être conscient. Mais mon seul regret, c'est qu'on m'a jamais donné de seconde chance, en fait. Moi, j'ai payé un album raté. Et on l'a payé, mais au prix fort. Derrière, il n'y a pas eu de seconde chance en radio. C'était déjà mort, en fait. Et ça, c'est ce que j'ai compris tout de suite après Ballon d'Or. Plus jamais rentré en radio après Ballon d'Or. Plus jamais. Rien ne s'est passé comme... plus rien n'a été normal. Tu vois ce que je veux dire? Ça y est, t'as raté un album, t'es dans la case maintenant de ceux qui marchent pas. Et du coup, on t'enferme là-dedans, alors que t'as encore des choses à montrer. Même un album raté, pour moi, c'est 50 000. Tu vois ce que je veux dire? Ballon d'Or, il a fait son disque d'or. C'est énorme. Mais on m'en parle comme si j'avais vendu 100 albums. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on avait mis la barre tellement haute aussi au départ que pour nous, 50 000, c'était devenu de la merde. Et même pour les gens, en fait, on les avait habitués à beaucoup plus que ça. Du coup, ça a été album étiqueté échec. Moi, je me suis dit, c'est pareil, je vais rebondir derrière. Et en plus, tu sais quoi? 2 ans après, on refait un street album. Il sort au mois de juin. 0 promo. Il sort pendant les examens, etc. Le truc, il fait 5006 la première semaine. Je me souviens de ça. Je me dis, putain, c'est encourageant quand même. Tu vois, 5006, street album, 0 promo, machin. Et c'est ce qui m'a repoussé à faire, du coup, un album derrière. Et là, pareil, je vois qu'il n'y a pas les médias, Planète Rap, ça se passe comment? Ouais, t'as vu, c'est chaud, machin, maintenant c'est un peu compliqué, tout ça. Et du coup, t'as vu, je me suis dit, la guerre, tu peux la faire quand t'as les armes. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on me demandait de faire une guerre avec des couteaux en plastique, des fourchettes en plastique, et j'avais des mecs avec des bazookas en face. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux plus te battre à armes égales. Et c'est mon seul regret, c'est ça, en fait. C'est tu me laisses une deuxième chance avec les mêmes moyens que les autres albums. Je me plante, je serais le premier à te dire salut, merci, je suis plus dans le coup. Il y a d'autres gens, machin. Mais mon seul regret, c'est qu'on nous a même pas laissé une deuxième chance. Skyrock, tout le monde disait c'est la radio à Cynic. Frère, vous avez bien vu que c'est la radio à Wello, mon frère. On a raté une marche, on n'est jamais retourné sur Skyrock, on n'a jamais été rejoué, même les Planète Rap ont galéré après pour les avoir. Tu vois, donc c'est vraiment, tu passes du tout au tout et là c'est compliqué. Après, c'est pas ta faute à toi, pour moi t'as pas de regret à avoir, tu vois. Non, moi j'ai été honnête quand je faisais cet album-là, j'ai essayé encore une fois de faire le meilleur album. Après la donne avait changé, en plus il sort fin 2009, à cette époque-là c'est le début du Dirty, t'as des nouvelles tonalités qui arrivent, c'est le début de l'autotune, t'as des mecs comme Booba qui commencent à utiliser déjà de l'autotune, etc. Il y avait un virage musical à prendre et on l'a pas pris tout simplement, tu vois. On n'a pas réussi à trouver notre équilibre, mon délire à moi, plus les nouveaux délires. Fallait faire une espèce de sauce comme ça, tu vois ce que je veux dire. On s'est précipité, après on a fait des erreurs, on est arrivé chez Universal super tard, on signe en septembre, l'album il sort en novembre, on a 2 mois pour préparer tout ça. Il y a eu beaucoup d'erreurs, mais on n'a jamais eu d'autres chances. Ballon d'Or, c'était chez Universal. Ouais, on venait d'arriver chez Universal en plus, on fait 3 albums qui marchent de ouf chez Warner.
On arrive chez Universal, mais trop tard. Je te dis, on signe fin septembre, l'album il sort le 30 novembre. Tu vois ce que je veux dire? T'es un mec de la musique, tu sais très bien qu'il faut 6 mois pour préparer un album. C'est très serré là, quand même. Là, on se laisse 2 mois, donc toutes les boulettes on les a fait. Et puis je te dis, la lassitude aussi des gens. Il y a pas que des trucs techniques ou quoi. Je pense que les gens ils en avaient marre aussi à un moment, tout simplement, tu vois. C'est un tout. Justement, il y avait une autre porte ouverte, c'est 609, la production. Et il y a beaucoup de gens, très peu de gens savent, et je suis là pour rappeler aux gens que Sur la tête de ma mère d'Algérino, ça sort chez vous. Tu es producteur de ce morceau qui est un hit national. Ouais, exactement. Il sort en 2009, je crois. Comment l'Algérino se retrouve chez vous, sachant que son premier album, il sort chez Akhenaton? Moi, un jour, il y a Nabil qui vient me voir, qui me dit, écoute, je suis en relation avec l'Algérino, tout ça. Bon, évidemment, je le connaissais déjà, et qui me demande, en gros, qui me dit, t'en penses quoi? Ça serait bien de commencer à développer d'autres artistes, machin, tout ça. Moi, je suis dans une logique où je pense à mon label, et je me dis, ouais, t'as raison, c'est clair qu'il faut pas que se reposer sur moi. Et puis, on était déjà 2007-2008, donc je me disais, à un moment, ça va redescendre. Tu vois, fallait anticiper ces trucs-là. Et après, il me parle de l'Alger, moi, je le rencontre, le mec, je vois que c'est un mec cool, il est dans son délire, etc. Et c'est comme ça, au final, qu'on a commencé à bosser avec lui. Et t'as raison de dire que cette période-là, c'est une de ses périodes les plus fastes dans sa carrière, tu vois ce que je veux dire? Sûr. Parce que je me souviens à l'époque, il est en showcase tous les week-ends, gros tube. Ça, c'est un vrai tube. C'est un morceau qui a tourné en radio de fou malade. Dès que les premières notes partaient en concert, les gens ils réagissaient direct. C'était le tube, quoi. C'est le morceau vraiment qui a marché. Et du coup, on a fait l'Alger. Après, on a produit d'autres gens. On a produit Kaina Samet. On a produit, l'artiste aussi. Le premier album, Phénoméno. Le premier album, il était chez vous. Phénoméno, c'est sorti chez nous avec les morceaux genre Polygame, tout ça. Tu vois. Donc, cet album-là, c'était chez nous. Après, c'est vrai qu'on criait pas sur tous les toits, en fait, qu'on était dans la production. Il fallait être vraiment dans le biz pour le savoir. Mais on a produit des mecs que vous avez écoutés, vous êtes même pas au courant. Des gros hits. Pareil pour DJ Hamida aussi. C'est les compiles à DJ Hamida. Ça sortait chez vous. Avec, Déconnecté, je suis pas là, tout ça, c'est sorti chez vous. C'était chez vous, ok. Tout ça aussi, c'était un gros hit. Donc, en production, il y a eu des vrais succès quand même. La légende dit que. J'ai peur des légendes. Le refrain Sur la tête de ma mère, c'est LECK qui l'a écrit. Je crois que c'est vrai, ouais. Je crois que c'est une histoire vraie, c'est même une histoire vraie, je te le confirme. C'est vrai. Parce qu'à l'époque, en fait, l'Alger, il côtoyait aussi beaucoup LECK. Et après, il y a des espèces de... Enfin, faut resituer le truc. Parce que dit comme ça, on pourrait croire qu'il lui a pété son refrain. Non, déjà, c'est pas pétard, mais c'est justement, je te lance dessus pour que tu nous expliques. En fait, LECK, c'était le petit jeune à l'époque, même par rapport à moi. Il arrivait en studio, il avait une fraîcheur qu'on n'avait pas. Lui, il était déjà en autotune depuis le départ, etc. Très dans le chant, très dans la mélodie. Moi, il m'a apporté beaucoup, en fait, parce qu'il a ramené du sang neuf autour de moi. Il était signé chez vous ou pas? Il était pas, en fait, à un moment, ça a failli se faire, et après, il est parti avec Mokobe, en fait. Il a bossé avec Mokobe, mais moi, il était sur scène avec moi. Je l'avais ramené sur scène avec moi pour une tournée en 2009 où il faisait les bacs, il était, tu vois, donc, LECK, c'est un mec qui est parti aussi d'en bas, des premiers boulots, entre guillemets, du rap, etc. Et du coup, il était vraiment, vraiment dans mon entourage. Et un jour, il m'a appelé en toute honnêteté, il m'a dit, gros, t'as vu, je vais bosser avec Mokobe, voilà, c'est un mec de chez moi, mais vraiment carré. Il a fait ça nickel. C'est pas le truc où tu peux lui dire, ouais, t'as vu, gros, tu déconnes, machin et tout. On n'avait rien fait de spécial, juste des petits coups de main ou quoi. Donc, on lui a dit, écoute frérot, vas-y, bonne chance, ma gueule. Et ça a toujours été un mec qui a toujours été là. Je sais que si demain j'ai besoin d'un refrain, d'une mélo ou quoi, j'ai jamais lâché le lien avec LECK parce que humainement c'est un vrai gars. C'est un mec que j'apprécie vraiment. C'est un vrai passionné, tu vois. Je confirme. Ouais, c'est un bon gars vraiment et j'ai passé des bons moments avec lui, mais il a jamais signé directement chez nous. Ok. Et donc il a fait ce refrain. Je crois, ouais, c'est ça, ouais. En fait, à l'époque, il était vraiment, je te dis, dans mon entourage, dans celui de l'Alger, il était un peu dans tous les studios, tout le temps, machin et tout. Et tu connais les ambiances studio, ça peut partir de n'importe qui, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui a une mélodie, une idée de note, machin, ceci, cela. Et je pense que ça s'est fait comme ça. Je pense que c'est lui qui a trouvé le truc, la gimmick du refrain, et qu'après, il s'est mis d'accord avec l'Alger pour qu'il le récupère. Mais faut pas vendre ça comme un truc genre, il a pris le refrain. Je pense que c'est plus des conversations. C'est du travail ensemble. Et puis t'as souvent des artistes qui viennent donner des coups de main comme ça, les gens sont même pas au courant. T'as vu, on a tous des connexions avec d'autres artistes. Des fois ils sont en studio, ces mecs-là ils participent au morceau, personne ne le sait. Tu vois ce que je veux dire? Il est là, t'as vu gros, si tu mettais ce truc-là, ça pourrait faire bien, des voix ici. En fait, c'est une espèce d'effervescence comme ça où tout le monde bosse ensemble. Et c'est vrai que des fois tu peux te retrouver avec un refrain qui était pas forcément ton refrain à toi, tu vois. Ça arrive. Mais la légende est vraie, ouais. Ok. Ouais. Très bien. Faut lui rendre ça. Juste un truc personnel, t'as des nouvelles de Diams? J'en ai, ouais, j'en ai. Ok, elle va bien. Elle va bien, elle vit loin d'ici aujourd'hui. Okay. Voilà, ses enfants.
Cool. Petite vie à la cool, tu vois. Cool. Très loin de ce qu'on avait connu d'elle, mais ouais. On la salue, Ouais, toujours. Très bien. On approche de la fin de cette discussion. Et je sais que tu continues de sortir des albums. T'as sorti un album récemment qui s'appelle 8e art. C'est ça, ouais. Voilà, avec une super pochette d'album, le micro dans le quartier et tout. J'aime bien. Et on sait que t'es dans le tatouage aussi. Ouais. J'ai des boutiques, j'ai des salons de tatouage. Ok. Je suis sur d'autres projets, moi je suis sur un salon d'esthétique, beauté pour femmes, etc. Mais en fait, moi je suis rentré dans ce délire d'entreprendre, tu vois, pareil en 2015. Pareil, tu vois que la musique, t'es plus sur la fin que sur le début. Tu commences à réfléchir à l'avenir, tu te dis tiens, qu'est-ce que je vais faire, faut que je fasse un truc qui me plaise. Tu vois, nous on a ce problème-là, les artistes, c'est qu'on est connus. Et après c'est très difficile de retourner dans une vie normale, d'aller taffer. Moi c'est même pas le taf en lui-même qui me dérange, tu vois ce que je veux dire. Si j'avais dû le faire, je l'aurais fait. C'est juste le fait que maintenant t'es cramé de partout et que c'est difficile d'aller reprendre une vie entre guillemets normale, métro, boulot, dodo. Tu vois, et puis même les gens ils vont croire qu'il y a quelque chose qui a pas marché, tu vois, ils savent pas qu'en vrai tu peux être très très heureux dans cette vie-là. Moi je suis beaucoup plus heureux dans ma vie d'aujourd'hui que dans ma vie quand j'avais 26 ans et que je vendais 300 000 albums. Vraiment. C'est important de dire ça. Ah non, mais vraiment, je te jure, j'ai une tranquillité, j'ai moins de stress, j'ai moins de paranoïa, j'ai moins de pression, j'ai moins de tout, tu vois. Donc au final, je suis mieux aujourd'hui. Mais il y a un moment où tu es obligé de penser à l'avenir. Et moi, c'est vrai que j'étais passionné de tatouage, etc. Et puis c'est parti de là. Tu as vu, d'une idée, je vais faire ma boutique. Aujourd'hui, j'en ai 2. Je suis sur d'autres projets. J'ai plein de trucs. Entreprendre, c'est mortel, en fait, tu vois. Voilà, j'incite vraiment tout le monde. Voilà, si vous avez une petite pièce un jour à mettre quelque part, mettez-la pour vous, faites votre business, faites votre propre truc. Et comme ça, t'as les clés du truc, tu gères tout de toi-même et c'est une autre fierté, tu vois. Et je suis aussi fier de mes salons que de mes albums. C'est beau ça. Et là, avec tout le parcours que tu viens de raconter, de voir qu'aujourd'hui t'es là, t'es chef d'entreprise, tout va bien. Moi, je me dis, voilà, le mec, il a une bonne vie. Et en ce qui concerne le rap, je le redis, pour moi, tu fais partie des légendes. Et je suis pas juste en train de parler de chiffres. Je parle d'impact parce que aujourd'hui, ok, on est passé d'un autre style de rap, c'est un public plus jeune et il y a beaucoup de gens qui se retournent pas vers le passé. Mais tu as eu un impact énorme avec Diams, tout ça. Avec tout ce rap mélancolique qui avait, je peux rajouter Tandem dedans. Mais je le vois tous les jours. Tu vois, vous avez eu un impact que je constate. Voilà, et il faut le dire. Les gens ont beaucoup de respect, en fait, tu vois, et ça, c'est un truc qui, moi-même, me surprend encore aujourd'hui, c'est qu'après tant d'années où on est plus dans nos plus belles années, elles sont loin derrière nous aujourd'hui. Et de voir que les gens, en fait, ils sont toujours dedans et qu'ils te parlent comme si c'était hier. Tu vois ce que je veux dire? Qu'ils te sortent des morceaux, ou des fois tu reçois des messages, tu vois, genre tel morceau m'a aidé, dans ma vie j'étais à l'hôpital, j'étais là, t'as fait un morceau sur les enfants malades, tu sais même pas, t'as sauvé mon fils, t'as des trucs de ouf. Les gens ils te racontent des trucs, je te jure, t'as envie de pleurer des fois. Tellement c'est touchant et tellement tu te dis, en fait, ta musique elle est rentrée dans le cœur des gens, tu vois, plus que dans leur maison, elle est rentrée dans le cœur des gens. Et aujourd'hui encore, alors qu'on est yeuve, on a fait notre temps, machin et tout, il y a pas une journée où il y a pas un mec qui va tricard, mortel, lourd, photo, ceci, cela. Donc les gens, ils te rendent, même des années après, ils te rendent encore ce respect-là. Et franchement, ça, c'est le meilleur truc qui puisse t'arriver quand tu finis ta carrière comme ça. Voilà. Tu nous parlais de tatouage. Sache qu'ici, tous les gens qu'on reçoit ne repartent pas sans un cadeau. Donc nous avons un cadeau pour toi. Vas-y, mortel. J'ai hâte de voir ça. J'ai un livre sur les tatouages qui est mortel. Une référence. Mortel, frérot. C'est le livre de Esteban Oriol, qui mortel. est une pointure aux États-Unis. Totalement. Donc c'est pour toi. Ma gueule. Merci mon frérot. Je vais mettre ça dans mon salon au calme. Ça va faire plaisir. Merci ma gueule. Il y a des photos, vraiment magnifique. Vraiment. Des plus beaux tatouages d'Esteban. C'est un mec qui est dans le lettrage. Très voilà. Fort. Ouais, super fort. Merci ma gueule. De rien, c'est pour toi. Merci mon frérot. Et franchement, merci pour cet entretien, merci pour cette émission. Avec plaisir frérot. Je suis content d'avoir enfin reçu. Depuis le temps qu'on en parle. Voilà. Là, c'est cool. Merci à toi mon ref. C'était cool. Allez, bonne chance pour tout tes projets, toi, en tout cas. Cimer, ciao. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Paul Fourrure, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.